Shavuot Tov à tous. Merci d'être là pour cette conférence à nouveau par Zoom qu'organise le Centre Hillel sur le thème « Car c'est le sang qui nous anime ». Alors ce soir, on a vraiment la chance, et je pèse mes mots, de recevoir deux piliers de notre synagogue, de notre communauté, des personnalités que nous rencontrons tous les Shabbatot à la synagogue, avec qui nous échangeons et qui vont nous éclairer ce soir sur ce thème « Car c'est le sang qui nous anime ». Alors, je voudrais d'abord souhaiter, bien sûr, sur ce Zoom, la bienvenue au professeur Albert Nachman, qui est en Israël à Jérusalem et qu'on retrouve avec plaisir de Jérusalem. Shavuot Tov, Monsieur Nachman. Shavuot Tov. Monsieur Nachman, qui est l'ancien chef de service d'hématologie de l'hôpital Saint-Antoine. Et cette conférence, en fait, avait pour démarrage, on va dire, pour target, pour élément de départ, un livre qu'a écrit Monsieur Nachman et qui s'appelle donc La moelle osseuse de la fabrique du sang aux éditions Odile Jacob. Et avec Monsieur Nachman, pour discuter avec lui, on reçoit ce soir notre cher Jonathan Weizmann, que franchement, je crois qu'il n'est vraiment pas utile non plus de présenter comme il était inutile de présenter Monsieur Nachman. Jonathan qui nous régale tous les Shabbatot et très régulièrement de ses divrei Torah toujours actualisés, toujours extrêmement précis, extrêmement documentés, avec une très grande érudition. Eh bien, écoutez, chers amis, merci encore d'être là et je vais donc passer la parole à Jonathan qui va introduire, je crois, cette conférence avec Monsieur Nachman. À toi, Jonathan, et merci encore à vous deux pour le temps que vous avez passé à travailler sur le sujet et pour le temps que vous allez passer à nous enseigner les différents points de votre communication. Merci encore. À Shavuot Tov à tous, j'espère que vous voyez mon écran. On le voit bien, Richard? Oui. Super, parfait. Donc, Shavuot Tov à tous. Donc, effectivement, comme l'a dit Richard, cette conférence elle a pour origine l'écriture, donc la sortie du livre du professeur Nachman sur la moelle osseuse, qui est donc le siège de la fabrique du sang. Et puis donc, il y a déjà, donc ça s'est passé avant le Covid, donc c'était déjà il y a une éternité. Et donc, de Covid en Covid, de pic en pic, cette conférence a été reportée pour finalement avoir lieu ce soir en Zoom. Et donc, faire cette discussion en aller-retour entre la Torah et la science. Alors, finalement, comment est-ce que nous avons organisé cette conférence? Eh bien, on aurait pu avoir plusieurs approches. Une des approches aurait été, bien sûr, de parler d'un côté de science et puis de l'autre côté, donc, de parler de Torah. Et ça aurait pu être, bien sûr, intéressant et chacun aurait pu apporter son regard. Mais ce soir, on a décidé donc d'échanger et donc de pouvoir donc poser la question au professeur, donner son avis sur 5 passages du Talmud pour mettre en regard la Torah et l'hématologie. Et donc, ce soir, nous allons faire un voyage en Torah, en hématologie talmudique, et nous allons avoir l'avis du professeur de médecine sur ce que la Torah et surtout donc, ce que le Talmud a pu présenter comme connaissance sur le sang. Alors, bien sûr, il faut quand même prendre quelques précautions. Sans vouloir froisser ici le professeur Nachman, l'hématologie est une science extrêmement récente. Je ne suis même pas sûr que lui-même ait, entre le début et la fin de sa carrière, pratiqué la même médecine. Peut-être les années 60 ont véritablement connu une révolution, alors qu'on parle ici de Talmud qui a lieu donc 3000 ans en arrière. Donc, comment mettre en regard, lorsque vous serez peut-être surpris des réponses de scientifiques par rapport à la Torah, il faudra bien prendre cela en question. On aura ici deux éléments bien séparés dans le temps, avec des découvertes extrêmement récentes, jusqu'à même des découvertes qui datent il y a quelques années, et puis une connaissance qui a eu lieu il y a plusieurs milliers d'années. Alors, est-ce que cette connaissance était une connaissance révélée ou bien une connaissance qui avait été apprise par des sages grecs, par Galien ou romains ou par des gens autour? Nous le verrons lors de la conférence, mais nous verrons surtout comment les sages ont approché cette connaissance. Un point qui, d'emblée, me fait déjà rire, c'est de dire que c'est intéressant que le nombre de groupes sanguins est au nombre de 26. Enfin, vous me corrigez si je me trompe, professeur, mais 26, sans nous rappeler, bien sûr, la gamatria de Yudke Vavke, ce qui est quand même, pour le dieu de la vie, un sacré clin d'œil. Et alors, je tiens d'abord à m'excuser ce soir si je ne vais pas tout de suite parler d'autres sciences de la Torah, comme le Tanya, qui certainement a beaucoup son mot à dire, mais il a fallu faire des choix, et se trouvant, et n'étant pas vraiment fin connaisseur, j'ai préféré ne pas trop l'aborder, mais je pense que ce serait un moyen
très important aussi de rajouter de l'eau au moulin. Alors, je vais donc commencer par les psukim, avant donc de pouvoir commencer par les passages, et donc réfléchir à comment la Torah introduit cette notion de sang. Alors, dans Dvarim, au Perek Yudbet, la Torah nous dit Rak razak lebilti ochel adam, ki adam ou anafesh. Et velotuchal nefesh iba basar, c'est l'interdiction, ce qu'on appelle du ever minachai, c'est-à-dire l'interdiction de pouvoir manger d'un membre d'un animal alors qu'il est encore vivant. Et la Torah nous dit parce que le sang, c'est la vie. Et alors, la Torah nous dit que lorsqu'on, et on le sait, lorsqu'on fera la shrita pour pouvoir rendre cette chair vivante consommable, eh bien, l'otochelo à l'arrêt, on devra respecter ce sang, et ce sang qui a porté la vie, on devra le jeter par terre. Mais je voudrais refaire référence à un passage antérieur qui parle de sang, c'est dans Noach. Au tout début de Noach, dans le 9e Pérec, la Torah nous dit Ar basar benav shodamo lotochlu, c'est-à-dire toutefois, toute chair, toute créature, tant que son sang maintient la vie, vous n'en mangerez pas. C'est-à-dire que tant que le sang maintient la vie de l'animal, on n'a pas le droit d'en manger. Mais je voudrais aller plus lentement et faire une traduction plus littérale. C'est écrit Ar basar, et j'ai mis en rouge, benafsho damo, c'est-à-dire lorsque le sang de son âme, lorsque le sang de son âme, ou bien l'âme du sang. Et c'est ce que vous avez ici, deux versions. Donc, la première version, c'est la version de la Torah. La deuxième, c'est la mienne, qui est une version modifiée, non autorisée et pas cachère, mais sur laquelle je vais passer un commentaire. Donc, Arbassar, Benafsho, Damo, dans son âme, le sang, donc le sang de son âme. Et il n'est pas écrit Damo, Benafsho, c'est-à-dire l'âme de son sang. Et il y a ici une réflexion qu'il faut avoir. Et ce qu'il faut savoir, est-ce que le sang véhicule l'âme, ou bien est-ce que c'est l'âme qui utilise le sang pour pouvoir parler aux membres? Donc, il y a ici une première question, et savoir, y a-t-il des morceaux de sang et des morceaux d'âme dans le sang? Et c'est marrant, des morceaux d'âme dans le sang, ou bien est-ce qu'il y a effectivement un rôle pour le sang de pouvoir porter les commandes de l'âme vers le corps? Alors, j'ai ici ramené un commentaire du 19e siècle, qui est le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, et qui fait l'explication, qui dit on se serait attendu à avoir écrit Nafsho Bedamo, c'est-à-dire non pas tant que le sang se trouve dans l'âme, mais tant que l'âme se trouve dans le sang. Parce que tant que l'âme se trouve dans le sang, eh bien on comprend qu'on ne puisse pas manger de sang, c'est-à-dire d'âme minachai. Au passage, l'interdiction de Hever minachai, c'est-à-dire l'interdiction de manger un membre d'un animal en vie, a été interdit pour les juifs, mais aussi interdit ce qu'on appelle au Noachid. C'est une loi qui est interdite au Sheva Mitzvot ben Noach. Mais par contre, les Noachides n'ont pas l'interdiction de manger le sang vivant. Ils ont l'interdiction de manger que la chair vivante. En tout cas, on se serait attendu, quand on connaît car c'est le sang qui nous anime, on aurait pu penser que l'âme, que le sang véhicule l'âme. Eh bien, ce n'est pas ce qui est écrit. Et c'est ce que dit le Hirsch, je vous l'ai traduit ici. Il dit que lorsqu'il est question de sang et de vie, la parole est pourtant exceptionnellement précise dans cette expression. Et donc, c'est le cas même à propos de l'animal, et tout particulièrement là où celui-ci doit être absorbé par l'homme, mangé par l'homme, et où l'homme doit compléter son propre corps au moyen de la consommation du corps animal. Donc, la parole divine entend prévenir cette pensée matérialiste, et je saute, je mets en rouge, comme si le sang n'était pas l'organe et le médiateur de l'âme, mais était vraiment l'âme, et qu'avec la destruction du sang, l'âme serait détruite. Et donc le Hirsch s'érige contre cette pensée. Il dit que le sang n'est pas l'âme, et que le sang n'est pas l'organe, c'est le médiateur, enfin que le sang est l'organe et le médiateur de l'âme. Donc ce n'est pas ce que dit l'Écriture. Et donc l'Écriture, elle nous dit clairement que le sang n'est pas l'âme, mais que l'âme utilise le sang comme véhicule pour pouvoir contrôler le reste du corps. C'est donc ici une précision que nous dit le Hirsch, 19e siècle en Allemagne, c'est à Francfort-sur-le-Main. Et donc cette première clarification qu'il nous donne ici, donc il faudrait voir ce que disent donc d'autres explications plus ésotériques, mais dans une explication donc telle que la tradition nous le donne, eh bien l'âme n'est pas dans le sang, mais c'est le sang qui véhicule les commandes de l'âme vers le reste du corps. Voilà. Cette précision étant donnée, le Hirsch donc, va donc expliquer que la consommation de l'organisme animal n'est autorisée que lorsque le sang a abandonné l'âme, donc pas que lorsque l'âme a abandonné le sang, mais lorsque le sang a abandonné sa fonction de véhicule, parce que le sang n'est que le représentant physique de l'âme, et c'est par le sang que l'âme domine le corps. Et donc, c'est pour ça qu'elle dit que la Torah exprime tant que son sang est maintenu par son âme, parce que c'est l'âme qui maintient la vie du sang. Et donc, dès que le sang a perdu sa fonction, eh bien, il est autorisé à la consommation pour les goïms. Et pour nous, puisque ce sang a servi de véhicule de l'âme, il a quand même eu un réceptacle kadosh, et donc il ne doit pas être, il doit être jeté directement sur terre, et il ne doit pas être jeté avec
avec des daims. Et donc, finalement, on peut manger cet organisme humain qui est inerte une fois que ce sang n'est plus en contact avec l'âme, mais en aucun cas on doit prendre l'âme animale tant qu'elle est vivante. Donc, après cette introduction, nous allons commencer notre aller-retour d'hématologie talmudique, et donc je vais vous rapporter 5 passages talmudiques avec lesquels nous allons échanger avec le professeur Nachman. Donc, professeur, préparez-vous à ma première question. De quoi est composé le sang? Alors, de quoi est composé le sang? Ce que moi j'ai trouvé dans la Gemara, c'est une Gemara dans Choulin qui nous dit que Rabbi Yehuda nous dit que tous les mélanges de sang et d'eau, eh bien, qui entretiennent une rougeur et rendent les aliments de contracter une impureté rituelle, doivent être couvertes, d'accord? Et donc, c'est considéré comme du sang, et donc, c'est eux qui effectuent l'expiation sur l'autel. Donc, ce que dit la Gemara, il y a Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Kol Mareh Admomit, tout ce qui a un aspect rougeâtre, Mechaprin, Omar Shirim, Bechayavim, Bekisouyu. Donc, tous ces liquides qui ont cet aspect rougeâtre, et donc on parle ici du sang, ont le pouvoir d'être Mechaper, d'apporter la kapara, et donc sont obligés, donc susceptibles d'être couvertes par le sang. Et Ravasi Minarbil disait Betsalata des damés. Et alors, j'ai rapporté Rashi, vous avez ici Rashi en bas, Betsalata des damas, Beotan Maim, Shehem Minadam Atzmam, Sheunikrash, Yesh Livotav, Salul Kamaim. Et donc, regardez ce que dit ici la Gemara avec Rashi, donc Rashi qui s'exprime ici au XIe siècle, et qui lui dit que la partie claire du sang, c'est-à-dire qu'il dit que de quoi on parle ici dans les corbanotes, on dit que le liquide qui fait partie du sang lui-même, lorsque le sang coagule, il est entouré d'un liquide clair. Et je me suis posé la question de savoir, professeur, est-ce que ce liquide clair était le sérum? Et d'où je voudrais vous poser maintenant la question, professeur, d'abord, est-ce que cette définition de la Gemara, qui a l'air de nous dire qu'il y a un liquide clair qui s'appelle donc le sérum, est effectivement correcte? Et donc, peut-être, et nous élargir et donc nous dire votre point de vue sur la composition du sang. Et donc, je vous laisse maintenant me répondre. Très bien, je vous remercie beaucoup. J'ai beaucoup apprécié tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. L'histoire des 26 groupes sanguins, c'est les groupes sanguins qui sont sur les globules rouges, et ça, c'est exact, il y en a 26. Et donc, j'ai bien apprécié la relation que vous avez faite avec le chiffre 26 que nous connaissons par ailleurs. Maintenant, en ce qui concerne la composition, alors, qui Adam ou un Nefesh, maintenant, après ce que vous avez dit, on peut le comprendre beaucoup plus facilement parce que le Nefesh, c'est quand même la partie biologique de l'homme par rapport à la Neshama et par rapport au Ruach. Donc, si Adam ou un Nefesh, ça veut dire en fait que c'est le sang qui permet au Nefesh de fonctionner. C'est pour ça que nous avons traduit ceci en disant que c'est le sang qui nous anime. Exactement. Alors, de quoi est composé le sang? En fait, dans le sang, il y a d'une part du liquide, c'est le plasma, qui contient ce qu'on appelle les protéines, les lipides et les glucides, mais c'est au niveau du plasma que l'on fait les analyses habituelles, celles qu'on vous demande de faire pour doser le sucre, le cholestérol, l'urée, les créatines, le fer, tout ce que vous voulez. Mais à côté du plasma, il y a une partie solide, plaque suivante, comme vous le voyez sur le côté, là, contient des cellules. Ces cellules, on ne les voit pas évidemment à l'œil nu. Ces cellules, ce sont les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. Et à l'état normal, chez un adulte, le plasma occupe à peu près 55% du volume et les cellules 45%. C'est ce que l'on mesure après centrifugation rapide pour déterminer ce qu'on appelle l'hématocrite. L'hématocrite, c'est effectivement le volume du sang partagé entre le liquide plasmatique et d'autre part les globules. Alors maintenant, en dehors de ces deux parties-là, pour répondre à la question que vous avez posée sur la remarque de Rashi, si vous allez un peu plus loin, plaque suivante, le sang coagule spontanément dès qu'il est en dehors des vaisseaux. Qu'est-ce que ça veut dire que ça coagule? Ça veut dire que la partie cellulaire se prend en masse et la partie liquide, à ce moment-là, devient un liquide clair qu'on appelle, nous, les médecins, le sérum. Et c'est comme ça correspond tout à fait à la remarque de Rashi, puisque le sérum est un liquide extrêmement jaune clair, et c'est bien tout ce qu'avait remarqué Rashi. Alors, c'est d'un autre côté aussi important de considérer, parce que c'est marqué dans la Torah directement, d'ailleurs, que quand on retire du sang, c'est-à-dire quand on fait la shrita, il faut sans arrêt remuer ce sang pour qu'il évite de coaguler. Et c'est ce qui se passait au niveau du temple. Et il fallait pouvoir avoir du sang pour faire des aspersions
et ce sang devait rester liquide. Donc, on l'agitait constamment, et vous pouvez retrouver ceci quand vous lisez le texte de la Torah. Voilà ce qui est la composition du sang. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin, la suivante, Donc, et savoir… Pardon? oui, tout à fait. Alors, d'où vient le sang? D'où vient le sang? Voilà. Donc, voilà. Donc maintenant, d'où vient le sang? Donc, je vais. Donc, merci donc, pour cette précision. Donc, c'est intéressant que la Gemara, le Talmud à cette époque avait vu donc assez juste, puisqu'il n'y avait pas de microscope, il n'avait pas donc de moyens plus avancés pour pouvoir voir la composition du sang. Et alors, regardons maintenant ce que dit la Gemara à propos donc de savoir d'où vient le sang. Alors donc, vous savez, on a quand même cherché et il y a assez peu de références sur le sang. Il y a beaucoup de références sur le système nerveux, mais assez peu sur le sang. Et voilà que la Gemara nous dit dans Bechorot, il dit Amar Rav Kahana, Kruta Delama Gveda. Et donc Rav Kahana nous dit que la source du sang est le foie. Alors, évidemment, la question que je vous pose, professeur Nachman, c'est est-ce que vraiment le sang vient du foie? Et j'ai trouvé un passouk dans Yechezkiel qui était intéressant. Il disait qu'il y a Amad Meler Bavel, Elem Aderer, Berosh Nadrachim, Dixam Kasem, Kilkal Bachitzim, Michel Trafim, Rav Akaved. Eh bien, il y avait un roi de Babylone qui lisait dans le sang et il disait qu'à un moment donné, il devait faire une certaine évocation mystique et il devait pratiquer la divination en secouant des flèches. Il consultait les téraphim et il inspectait le foie. C'est-à-dire qu'il y avait cette croyance, effectivement, que le foie était le siège du sang. Alors, bien sûr, je vous pose la question de savoir, professeur, est-ce qu'effectivement, le sang est produit par le foie? Et quel est finalement le centre de la production du sang? Je vous écoute. Eh bien, le sang est produit par la moelle osseuse. Et là, on a mis exprès un schéma pour bien vous faire comprendre que la moelle osseuse, ce n'est pas la moelle épinière. Parce que d'habitude, quand on parle de moelle, aussitôt on répond moelle épinière. Mais la moelle épinière est une sorte de grand canal fait de fibres nerveuses qui nous transportent l'information depuis le cerveau jusque dans l'ensemble de notre corps. Et la moelle osseuse, ça n'a rien à voir, elle est située dans les os. Donc, bien entendu, il faut déjà commencer par dire que le sang est produit par la moelle osseuse. Alors, plaque suivante. Par contre, ce qui existe, et ce qu'on a remarqué, c'est qu'au cours de l'embryogenèse, les cellules qui vont donner les futures cellules sanguines se développent entre le 2e et le 5e mois de la grossesse dans le foie, et en partie dans la rate, mais cette étape n'est que transitoire. Plaque suivante. Comme vous le voyez ici, on vous montre que ici, entre le 2e mois et le 5e mois, là, c'est le foie qui est le siège de la production des futures cellules de la moelle osseuse. La rate également un petit peu, mais vous voyez aussitôt en rouge qu'à partir du 4e mois, c'est la moelle osseuse qui reprend le dessus, et c'est elle qui va produire définitivement, durant toute notre vie, les cellules du sang. Alors, qu'est-ce que c'est que la moelle osseuse? Alors, la moelle osseuse, c'est un organe assez particulier parce que ce n'est pas un organe qu'on peut toucher. Je pense que l'histoire du foie a beaucoup frappé nos ancêtres, si l'on peut dire, parce que le foie est un organe très volumineux, c'est un des organes les plus volumineux du corps. Il est situé juste devant nous, si on peut dire, et par conséquent, il a attiré l'attention aussitôt. Mais la moelle osseuse, par contre, qui est d'ailleurs plus volumineuse que le foie, mais comme elle est dispersée dans tous nos os, on ne s'en rend pas compte. Et même, par exemple, je pense que la plupart de nos femmes qui vont acheter chez le boucher un os à moelle, c'est qu'elles cherchent un os qui est graisseux, mais elles ne pensent pas du tout que quand elles vont demander un os à moelle, ça veut dire un os dont la graisse est capable de produire des cellules du sang. Eh bien, chez l'homme, c'est exactement la même chose. C'est vraiment la moelle qui produit les cellules du sang. La particularité de cet organe, c'est que comme il est très dispersé, eh bien, il faut savoir comment il est commandé, comment on peut décider, qui va décider que c'est telle partie de la moelle située, par exemple, dans nos tibias, ou bien celle qui est située dans les côtes, ou bien celle qui est située dans les vertèbres, qui va se mettre à fabriquer quand on en a besoin. Alors ça, c'est un point extrêmement important et toujours pas résolu. Le deuxième point qu'il faut comprendre, mais ça c'est peut-être un peu plus technique, c'est que dans le sang, il y a environ 10 types de cellules complètement différentes les unes des autres par leur aspect et par leur fonction. Eh bien, toutes ces cellules,
dans le sang, elles proviennent d'un seul stock de cellules qu'on appelle les cellules souches. Et donc, il faut passer de une cellule à 10 cellules. Et c'est la moelle osseuse est le seul organe dans notre corps qui est capable d'aboutir à ce résultat. Il faut aussi dire aussi que comme nous avons des besoins qui varient sans arrêt, il faut que cette moelle puisse être capable de fournir des cellules en fonction des besoins que nous avons. Par exemple, après une hémorragie, après une coupure importante, on va perdre des globules rouges et il faut que ces globules rouges soient reconstitués. Alors, il faut à ce moment-là que la moelle se remette à fabriquer. Et on a constaté que dans les cas les plus graves, si on peut dire, la moelle est capable jusqu'à multiplier la production par 10. La production, vous voyez, est extrêmement importante puisque par 24 heures, la moelle osseuse produit 200 milliards de cellules qui, tous les jours de notre vie, sortent de la moelle osseuse et vont circuler dans le sang. C'est un effort que vous pourrez concevoir comme considérable. Et cet effort ne s'arrête jamais, parce que s'il s'arrêtait, eh bien, il y aura aussitôt une défaillance grave du fonctionnement de la moelle et en même temps de notre corps. Est-ce que la moelle vieillit? Alors là, on s'est rendu compte qu'en fait, la moelle ne vieillit pas et qu'il y a bien des changements qui se produisent dans des équilibres un peu compliqués, mais la moelle produit toutes ces cellules jusqu'à la fin de notre vie. Donc, quand on est assez âgé et qu'on a des problèmes sanguins tels qu'une anémie ou tels qu'une baisse des globules blancs ou baisse des plaquettes, ce n'est pas à cause d'un défaut de fonctionnement, d'un vieillissement de la moelle osseuse, c'est beaucoup plus parce qu'on a d'autres maladies qui retentissent sur le fonctionnement de la moelle et qui provoquent une anémie ou une absence de globules blancs ou une absence de plaquettes. Je vous ai parlé tout à l'heure de la régulation en vous disant que c'était un phénomène extraordinairement complexe que pour l'instant, on ne sait absolument pas entièrement maîtriser. Ce que l'on a constaté par contre, c'est qu'il existe beaucoup de substances qui circulent dans notre sang et qui sont capables d'agir sur le fonctionnement de la moelle osseuse, mais on ne sait pas comment se fait cet équilibre de régulation. Tout ce que l'on sait, c'est que le point de départ de la production est certainement un besoin périphérique. Comme je vous l'ai dit, si vous perdez beaucoup de sang, eh bien, il va falloir récupérer ces globules rouges et on les récupère par un stimulus de la moelle osseuse qui se met à en fabriquer beaucoup plus. Mais autrement, comme je vous l'ai dit également, on ne comprend pas très bien comment la régulation se fait au niveau des différentes parties de la moelle osseuse, qui est tout à fait dispersée entre les différents os qui nous constituent. Alors, il y a des idées aussi d'auto-organisation. Cela veut dire, ça c'est peut-être un peu difficile à comprendre, cela voudrait dire qu'en fait, tout cela est un peu au hasard, aléatoire, et que selon l'équilibre qui s'institue, qui apparaît dans un moment ou dans un autre, il va y avoir un effet sur la production. Mais tout ceci est très hypothétique, et pour une raison encore beaucoup plus facile à comprendre, jusqu'à maintenant, on était incapable de regarder ce qui se passe dans la moelle directement. Ce que l'on savait faire, c'est grâce à des recherches qui ont été d'ailleurs introduites par une équipe israélienne en 1965 et une équipe australienne pratiquement au même moment, qui ont été capables de commencer à cultiver, ce qu'on appelle cultiver, c'est-à-dire à mettre des cellules de la moelle osseuse dans une boîte de pétri et essayer de voir ce que cela donne au fil du temps. Et c'est comme ça qu'en fait, on a découvert toute la structure de fonctionnement de la moelle osseuse grâce à cette petite manipulation qui consiste à mettre ces cellules dans une boîte et à regarder ce qui va se passer. Seulement, quand on met une cellule dans une boîte, c'est qu'on la sort de la moelle et qu'on la met dans une situation tout à fait artificielle. Maintenant, on essaye, par des progrès techniques beaucoup plus compliqués, de se dire qu'est-ce qui se passe dans la moelle directement. Savoir est-ce que l'on peut déterminer comment elle fonctionne alors qu'elle n'est pas extraite de notre corps et qu'elle est présente toujours dans les os, et comment tout ceci fonctionne. Alors, plaque suivante. Bon, ça, ce n'est pas un schéma que je voudrais que vous reteniez, c'est simplement pour vous mettre de l'idée qu'il y a en bas, si vous regardez en bas, il y a 10 types de cellules différentes les unes des autres, et ce sont ces cellules que l'on retrouve dans le sang. Eh bien, ces cellules, elles proviennent au départ d'une seule cellule qui est là, et qui va subir un processus qu'on appelle de la différenciation, parce qu'il faut que ça aboutisse à donner toutes ces cellules extrêmement différentes les unes des autres.
Pour vous donner un petit peu un exemple plus pratique, vous trouverez dans mon bouquin, d'ailleurs, ça peut faire sourire les gens, mais quand vous allez chez un concessionnaire pour acheter une voiture, eh bien, il va vous donner des modèles de voitures et il va vous demander qu'est-ce que vous pensez de ces modèles de voitures. En réalité, les voitures, elles sont toutes faites avec une même structure au départ. Cette même structure, c'est la cellule souche. Et ensuite, selon que vous demandez une voiture avec tel moteur ou tel moteur, une voiture avec telle couleur ou telle couleur, une voiture qui est automatique ou une voiture qui n'est pas automatique, vous allez aboutir à créer comme ça des chaînes de production différentes et vous allez aboutir finalement à des voitures différentes. Et bien, c'est ce qui se passe en fait dans notre moelle osseuse. Plaque suivante. Bon, je vous remercie, professeur de ça. Bon, c'est assez extraordinaire ce qu'on voit ici. Donc, on voit d'abord que c'est d'abord une découverte extrêmement récente. Et le second élément, c'est comment, à partir d'un élément unique, eh bien, cette moelle qui ne vieillit pas peut produire 200 milliards donc, de cellules par jour. Mais je voudrais quand même rappeler une chose intéressante, c'est cet organe assez finalement difficile à identifier, s'appelle en hébreu le moach etzem. Et le moach etzem, j'aime beaucoup comment l'hébreu finalement le traduit, parce que le mot etzem, on parle ici de la souche, enfin de l'élément primaire. Et donc, comment l'hébreu l'a traduit? Alors, je ne suis pas hématologue et je n'ai pas le droit de parler, mais effectivement, j'aime beaucoup comment l'hébreu a nommé cette moelle osseuse et quelque part a presque évité le problème de la confusion avec la moelle épinière. Mais est-ce que vous êtes d'accord que l'hébreu le nomme bien, cette fameuse moelle épinière, cette moelle osseuse, avec le mot etzem? Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de lire. Parce qu'en plus, etzem, c'est quand même quelque chose qui relève de l'identité. Et en fait, c'est pour ça que la moelle osseuse me paraît un organe très spécial, parce qu'elle a directement accès, si on peut dire, à notre identité, à nos os. Et nos os, en hébreu, c'est effectivement à la fois les os, mais à la fois l'identité de la personne. Ce qui est aussi extraordinaire, je trouve, dans ce que vous présentez, c'est le fait qu'à partir d'une cellule, il y a ce qu'on appelle en hébreu le haftipus, c'est-à-dire le prototype. C'est le prototype qui ensuite, à partir donc, de cette, si je parlais en langage automobile, de cette plaque, enfin de cet élément primaire, va permettre de produire les différentes déclinaisons des automobiles différentes. Mais on retrouve cette idée d'unicité, c'est-à-dire à la fois la multiplicité et l'unicité. C'est-à-dire sur les deux côtés de la droite, on retrouve toujours cette notion qui, chez nous, dans le judaïsme, est fondamentale, qui est l'unicité, donc un élément unique à partir duquel est produit une multiplicité, qui peut-être sont des choses qui ne sont pas forcément envisageables dans d'autres cultures qui seraient plus polythéistes. Mais on retrouve quand même dans la pensée donc cette idée-là. Alors, je vous remercie donc pour cette explication. Et maintenant, on va passer à un autre élément que j'ai trouvé dans le Talmud. Encore une fois, je ne prétends pas à l'exhaustivité, mais le Talmud parle ici donc de savoir si le sang de la mère devient le lait pour l'enfant. Et oui, la question que la Gemara pose ici, elle dit, est-ce qu'il est possible, donc comment est-ce que la mère, donc au moment où elle accouche, va pouvoir donc produire du lait pour son enfant? Alors regardez ce que dit ici la Gemara. Elle dit, donc je vais dire en français, elle dit, cela fonctionne bien selon celui qui dit qu'une femme qui allait n'a pas ses règles. Et oui, parce qu'au moment où elle n'a pas encore ses règles, bien parce qu'évidemment, le sang des règles est gâté et devient du lait. Une conception intéressante auquel je vous poserai donc la question de savoir est-ce que cela a du sens, que le sang qui aurait dû être converti, enfin qui aurait dû être le sang des règles, est converti en lait. Et selon celui qui dit que le lait ne provient pas du sang, parce qu'on a ici les deux avis, donc il semblerait effectivement que dans cette marloquette, cette disputation ou cette discussion, tout le monde n'est pas d'accord que ça vient du sang, mais que la raison pour laquelle elle n'a pas ses règles, bon, c'est que ses membres sont désarticulés, et que ça ne lui revient que 24 mois plus tard. Vous savez que, bon, effectivement, en tout cas, dans la Torah, je termine le statut donc, de la femme, la femme qui vient d'accoucher est particulier parce qu'elle est dispensée de jeûner, etc. Donc voilà, je vous laisse la parole, pardonnez-moi. Est-ce que le lait vient du sang de la mère? Non, alors écoutez, là, il faut quand même apporter des données absolument certaines. Le lait maternel a deux origines. Il y a la première origine, le sang, mais le sang parce que par filtration, obligatoirement, l'eau, les sels minéraux, les vitamines ou les anticorps d'origine maternelle et certains métaux passent directement dans le lait. Mais ça, c'est un phénomène physique naturel lié à des modifications de pression osmotique et le lait maternel est quand même fait en grande partie d'eau. Maintenant, dans le lait maternel, il y a autre chose que de l'eau. Et il y a des glucides tels que le lactose, il y a des protéines telles que la caséine, et il y a des lipides tels que le triglycérides
qui sont nécessaires pour nourrir le nouveau-né et pour assurer le développement de ses organes. Or, tout ceci est fabriqué directement au niveau du sein de la mère par des cellules spéciales qui le fabriquent et qui n'ont rien à voir avec le sang. Maintenant, pour répondre un petit peu à la discussion talmudique que vous avez citée, ce que l'on sait maintenant, c'est que la production du lait est sous contrôle hormonal. C'est une hormone qu'on appelle la prolactine qui va déclencher la production du lait, et d'autre part, elle est elle-même soumise à un contrôle hypophysaire très haut situé au niveau de notre cerveau. De toute façon, ce qui est important de connaître, de comprendre également, c'est que tout le contrôle de la sexualité féminine et les conséquences que ça peut avoir sur la grossesse et sur l'allaitement dépend de tout un système hormonal qui fonctionne en lui-même et dont les variations sont responsables de ce que nous observons. Par exemple, l'allaitement inhibe le cycle menstruel. Pourquoi? Parce que sous l'influence de l'allaitement, il y a une modification de certaines hormones qui, elles, déclenchent le cycle menstruel et qui font que quand on allaite, on ne peut pas avoir un cycle menstruel, donc on ne peut pas avoir de règles. Tout ceci va se modifier progressivement et bien entendu, si on arrête l'allaitement, il va y avoir une reprise du contrôle hormonal qui va permettre de nouveau de rétablir le cycle menstruel. Alors, je ne voudrais pas m'attarder sur les mots employés dans le texte que vous avez cité, parce que je ne pense pas du tout que le sang gâté devient du lait, et je ne pense pas non plus que, une femme qui vient d'accoucher, les membres sont désarticulés. Bon, ça, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais moi, je peux simplement vous préciser, et je pense que ça devrait rassurer les gens, pour dire que tout ceci est un contrôle hormonal précis et que dans la fabrication du lait est quelque chose de très précis également, qui d'ailleurs varie dans le temps, puisqu'au début, pendant les premiers jours après l'accouchement, c'est un lait spécial qu'on appelle le colostrum, qui est très riche en glucides et qui va se modifier au fur et à mesure. Et d'ailleurs, on a constaté également qu'au moment des tétés, la quantité de lipides ou de protéines dans le sang peut varier, et en particulier, elle est très riche en fin de tétée. Donc, il ne faut surtout pas non plus raccourcir trop les tétées parce que c'est important que l'enfant puisse absorber le maximum de nourriture pour son développement. Voilà la réponse que je voulais vous donner. Merci beaucoup. Alors, vous remarquerez quand même que la Gemara situe cela dans une discussion, c'est-à-dire qu'on n'a pas ici de réponse tranchée, donc il n'est pas certain que tout le monde soit d'accord avec cet avis qui pensait que ça venait du sang, puisque on avait un Léman des Amar qui pensait qu'il y avait une opinion ou une autre. Et donc, je vous remercie pour cette précision donc, de l'origine hormonale donc de la production du lait. Alors, maintenant, donc, je voudrais passer à l'autre texte de Gemara qui va parler ici de l'excès de sang et de maladie. Alors, passons au texte qui dit la chose suivante. On avait un certain Rav Benah qui nous a dit que Berosh Kolmota Anadam, il dit qu'à la tête de toute mort, je suis le sang. C'est-à-dire que la Gemara dit, j'ai rajouté ici donc ce que dit Rashi, c'est-à-dire que les gens meurent d'un excès de sang. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire un excès de sang, vous allez peut-être nous le préciser. Et puis, Berosh Kol Chayin Anachamar, et qu'à la tête de toute vie, je suis le vin. C'est-à-dire que c'est le vin qui donne la vie. Bon, c'est aussi une conception. Et donc, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, s'il est ainsi, quand quelqu'un tombe d'un toit et meurt, ou quelqu'un tombe d'un palmier et meurt, est-ce que c'est le sang qui l'a tué? C'est-à-dire que si on trouve le sang à chaque fois comme responsable dans la mort, alors effectivement, on peut comprendre, par exemple, si quelqu'un a une maladie ou si quelqu'un se coupe. Alors la Gemara, ici, challenge le texte et dit, alors si quelqu'un tombe, où est le sang qui est responsable? Et de plus, concernant quelqu'un qui est en train de mourir, si on lui donne du vin, est-ce qu'il va vivre? C'est-à-dire, est-ce que le vin est un médicament infaillible qui va permettre de vivre, de l'alcool ou du vin? On sait peut-être que l'alcool, ça réveille un petit peu, des fois on dit que ça réveille des morts, et ça revivifie. Et alors, la Gemara va corriger et dire, voici plutôt ce qu'il faut écrire. Il faut dire qu'à la tête de toute maladie, je suis le sang, c'est-à-dire, et à la tête de toute guérison, je suis le vin. Ça veut donc dire ici que finalement, à chaque fois, effectivement, qu'il y a un arrêt de la vie, il y a quelque chose qui touche au sang, et il semblerait que le vin agit comme un médicament, parce que dans un lieu où il n'y a pas de vin, on a besoin d'herbe comme médicament.
Donc la question que je voudrais vous poser, effectivement, avez-vous des indices ou quelque chose à propos de maladies qui seraient en excès de sang? Et est-ce qu'effectivement, de manière directe ou indirecte, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure à propos de la moelle osseuse, qui a cette qualité d'être quasi éternelle, enfin eh bien, lorsqu'on a des dérèglements, ça peut provenir d'autres éléments du corps, mais est-ce qu'ici, finalement, est-ce que à la fin, est-ce que lorsqu'on approche de la fin, est-ce que le sang est impacté, même si ce n'est pas lui qui est à l'origine de la maladie, est-ce que le sang peut être finalement impacté par d'autres maladies? Est-ce qu'on pourrait retrouver des maladies dans lesquelles le sang n'a rien eu du tout? Est-ce qu'il y a un lien? Voilà, je vous écoute. Voilà, alors, écoutez, ça va être difficile disons, d'analyser complètement tout ce qui a été dit ici. Ce que je peux dire simplement, c'est que si on tombe d'un palmier ou si on tombe d'un toit, évidemment, si on tombe de très haut, on va se faire mal et on va se fracasser le crâne. Par conséquent, il y a du sang qui va sortir, mais ce sang qui sort est le résultat de la chute et de l'altération des vaisseaux qui sont dans la région où on est tombé. Donc, ce n'est pas directement le sang. Par contre, il existe, c'est vrai, des circonstances où le sang peut être directement responsable de la mort si, par exemple, on a trop de sang dans des maladies où il y a un excès de production de sang et où on a parfois une embolie pulmonaire provoquée par cela. Et cette embolie pulmonaire peut être massive et entraîner une mort subite. Il y a également des accidents qui sont liés à des thromboses ou à des accidents vasculaires cérébraux. Donc ça peut être lié directement au sang. Maintenant, le vin, je crois que ça nous ferait plaisir à tous les vignerons et à tous les vignobles français, en particulier, de savoir que pour la Gmara, le vin est un médicament bénéfique. Mais je n'en dirai pas plus. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le plasma, dont j'ai parlé également tout à l'heure, il intervient pour assurer un bon équilibre métabolique ou un équilibre tensionnel, mais les cellules qui circulent dans le sang ont des fonctions extrêmement précises et en particulier, elles ont des fonctions pour nous permettre de vivre en sécurité. Alors, je voudrais un petit peu développer cela. Plaque suivante. Il y a 3 grandes fonctions et vous comprendrez pourquoi ça nous touche véritablement et ça touche à notre vie. Il y a la fonction d'oxygénation, il y a la protection contre les infections et la protection contre les hémorragies, ou tout au moins les hémorragies graves. Alors, si nous voyons le contrôle du niveau d'oxygène, ce qu'on appelle la oxygénation, il y a 2 molécules qui interviennent. L'une que vous connaissez peut-être de nom, qui s'appelle l'hémoglobine, et l'autre que vous ne connaissez sûrement pas, qui s'appelle en termes anglais le Hypoxia Induced Factor. Je vais vous expliquer pourquoi ces molécules sont très importantes et comment elles sont réglées, parce que ceci nous montrera avec quelle finesse fonctionne cet organe. L'hémoglobine, c'est elle qui nous apporte l'oxygène dans toutes nos cellules. Et quand on dit l'oxygène, ça veut dire c'est la vie, car il n'y a pas de vie sans oxygène. Cette hémoglobine est contenue dans les globules rouges. Et pour vous donner des statistiques effroyables, chaque globule rouge contient 250 millions de molécules d'hémoglobine. Vous voyez que à l'échelle moléculaire, ce sont des chiffres considérables. Le chargement en oxygène de l'hémoglobine se fait au niveau des poumons. Lorsque nous respirons, l'air que nous inhalons contient de l'oxygène. Cet oxygène passe immédiatement au niveau de l'hémoglobine des globules rouges. Et en même temps, nous la délivrons au niveau des cellules. Et tout ceci est quelque chose de modulable. C'est comme si vous aviez, par exemple, vous pouvez voir un camion qui va décharger de l'essence ou un camion qui décharge ce que vous voulez. On peut régler la vitesse avec laquelle ce camion décharge et de la même façon, on peut régler la vitesse avec laquelle le camion va se charger du produit qu'on lui a demandé de transporter. Ça, c'est le rôle de l'hémoglobine. Maintenant, il y a dans toutes nos cellules de notre corps, il y a une substance qui s'appelle en français facteur induit par l'hypoxie, en anglais HIF, qui a été découverte il y a une vingtaine d'années et qui a été récompensée par un prix Nobel il y a 2 ans. C'est extrêmement important de comprendre parce que chaque cellule, finalement, est soumise à ce qu'on appelle la pression partielle d'oxygène. C'est-à-dire que si du côté gauche, vous avez en rouge des globules qui sont chargés d'hémoglobine, chargés d'oxygène, et en bleu, vous avez ici ce qui est dans les veines,
des globules qui sont pauvres en hémoglobine chargée en oxygène. Dans les artères, qui sont riches en oxygène, cette fameuse molécule qui s'appelle HIF, elle est aussitôt détruite et elle est envoyée dans une poubelle dans chaque cellule. Mais s'il y a à un moment donné une baisse de l'arrivée d'oxygène, cette molécule va au contraire être stimulée et elle va aller inciter le globule rouge, la cellule, à produire des gènes qui vont activer la production, par exemple, d'érythropoïétine. De la même façon, il y a quelque chose de très important à comprendre. S'il n'y a plus d'oxygène, la cellule va manquer d'énergie. Et il y a, grâce à cette molécule, une stimulation d'une batterie de secours qui se met en marche dans chaque cellule et qui fait qu'on va rapidement obtenir de nouveau de l'énergie. Eh bien, c'est ainsi qu'est réglée la production et surtout la consommation de l'oxygène dans tout notre organisme grâce à l'hémoglobine et grâce à l'hypoxie. Alors, revenons un petit peu sur ce que vous voyez ici, le bleu. Vous voyez, alors pourquoi c'est bleu? Parce que dans le sang qui est d'aspect bleu, quand vous regardez par exemple à travers votre peau, les veines, elles sont bleues. Pourquoi sont-elles bleues? Parce que les globules rouges qui circulent à l'intérieur ont perdu beaucoup de l'oxygène fixé sur l'hémoglobine. Et donc, le sang est bleu. Alors, ça répond aussi pourquoi ça donne une explication à une croyance qu'il y a des gens qui ont du sang bleu. Alors, outre que c'est devenu un facteur de différenciation sociale, et les gens se disent, moi, j'ai du sang bleu, ça veut dire que je fais partie d'une classe sociale privilégiée. En réalité, tout ceci vient d'un fait beaucoup plus banal et historique. C'est au moment de certaines guerres qui se sont produites, en particulier en Espagne, entre les populations locales qui venaient des populations aryennes, si on peut dire, et qui avaient donc une peau blanche, et les populations qui venaient conquérir l'Espagne, qui étaient en général des populations d'origine africaine et qui avaient la peau plutôt tannée et surtout colorée, les Africains, quand ils ont vu que leurs adversaires avaient une peau blanche et des veines bleues, ils ont dit ce sont des gens qui ont du sang bleu. Et c'est resté. C'est un langage populaire qu'il a repris à son compte pour en faire un facteur de différenciation sociale. Bon, ça, c'est un petit détour historique. Alors, plaque suivante maintenant. Alors, le sang, effectivement, fait partie de nombreuses expressions. Par exemple, on dit qu'on a du sang froid. On a dit qu'on a du sang chaud. On dit se faire du mauvais sang. Alors, est-ce que c'est vraiment le sang qui est la cause de ces variations, ou bien au contraire, on constate que quand on est particulièrement en colère, on a le sang chaud, et d'autre part, quand on est capable de faire face à une situation difficile, on a un sang qui est froid. Le sang n'est pas plus froid que le sang est chaud, mais par contre, ça traduit quelque chose dans la manière dont nous percevons notre environnement. Quant à se faire du mauvais sang, alors ça, je peux vous dire que c'est une expression dont on ne se rend pas compte quelles peuvent être les conséquences. Je vais vous donner un exemple. J'avais une fois une malade qui est venue se faire traiter pour une leucémie et qui avait besoin d'un traitement extrêmement lourd. Et alors elle s'est dit, moi, je me demande pourquoi j'ai attrapé cette maladie. Eh bien, je le sais, parce qu'à la suite de la mort accidentelle de mon frère, je me suis fait tellement de mauvais sang, c'est l'expression qu'elle a utilisée, que ce n'est pas étonnant que j'ai développé une leucémie. Alors, est-ce qu'on peut dire vraiment que ce comportement peut-il déclencher des maladies? Je ne peux pas vous le dire parce que je n'en ai aucune preuve. Ce qui est certain, c'est que subjectivement, il y a des gens qui acceptent de penser que ça peut avoir une relation avec les émotions qu'ils ont ressenties. C'est ce que j'ai voulu ici vous expliquer. On a également constaté que lorsque des personnes ont des cancers ou de leucémie et qu'ils sont en phase de rémission, si on constitue des groupes de parole et qu'on permet aux gens de s'exprimer, d'exprimer entre eux également ce qu'ils ressentent, en général, on constate que la rechute est beaucoup plus tardive que par rapport à des gens
qui ne font aucun effort pour essayer de comprendre ce qui leur arrive. Alors, c'est encore extrêmement subjectif. Je ne pense pas qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et surtout, il faut se méfier de ne pas culpabiliser les gens. Alors, en disant, ce n'est pas étonnant, tu as divorcé de ta femme, ou bien tu as fait quelque chose qui n'était pas mal, et c'est tout à fait normal que maintenant tu as une maladie grave. Vous voyez, bon, ça, c'est sûrement pas quelque chose à dire, parce que ça entraîne au contraire des réactions tout à fait différentes qui peuvent aggraver les situations. Plaque suivante, s'il vous plaît. Alors, je voudrais continuer sur les fonctions. La seconde partie de la fonction des cellules de la moelle osseuse, ce sont les globules blancs. À quoi ils servent ces globules blancs? Eh bien, ces globules blancs nous protègent contre toutes les infections. Et cette protection contre les infections en particulier, parce qu'il y a d'autres agressions que les infections, elle existe dès notre naissance. C'est-à-dire que quand nous naissons, le petit bébé qui naît, il a déjà d'une certaine manière une protection contre certains microbes, et grâce aux anticorps que lui a passé sa maman, il est également protégé contre également des maladies variables mais différentes. Alors, cette protection contre les agressions, elle s'adapte au cours des rencontres infectieuses. Et c'est ce que l'on appelle l'immunité secondaire, qu'on obtient également par la vaccination. C'est ce qu'on essaye d'obtenir actuellement grâce à la vaccination contre le Covid. Ça veut dire de stimuler une réponse de l'organisme contre le microbe ou le virus qui est apparu. Il faut également constater que cette adaptation se fait tout le long de notre vie et qu'elle concerne des agents pathogènes ou des substances les plus différentes des unes des autres. Et il faut savoir que les cellules lymphocytaires sont capables, à un moment donné, de fabriquer des anticorps qui sont extrêmement variés les uns par rapport aux autres. Et tout ceci est également réglé de façon précise. Alors, le troisième exemple que je voulais montrer, c'est la protection contre les hémorragies. Vous savez bien que vous coupez l'hémorragie, il y a du sang qui va sortir et que ça va s'arrêter. Il y a donc deux temps. Le premier temps, c'est l'obturation de la plaie et elle se fait immédiatement par les plaquettes. Les plaquettes sont des soldats qui vont se sacrifier puisqu'elles vont se mettre les unes contre les autres pour boucher le trou. C'est ce qu'on fait un caillot. Mais ce caillot est extrêmement fragile. Et donc, pour obtenir que ce caillot ne soit pas fragile et qu'il résiste, eh bien, il y a un deuxième temps qui est la coagulation du sang. Et cette coagulation aboutit à fabriquer des petites fibres qui viennent se plaquer contre les plaquettes et finalement donner un caillot extrêmement solide. Eh bien, tout ceci est autocontrôlé. Et il faut autocontrôler dans un temps très court. Et alors, pourquoi il faut que ça soit autocontrôlé? Parce que si ce n'était pas contrôlé, eh bien, vous auriez une obstruction du vaisseau qui a été coupé. Et vous pourriez avoir une phlébite, par exemple. Donc, il faut que ce phénomène de coagulation qui consiste à aller transformer 8 protéines qui sont dans le sang, et regardez bien ces deux protéines-là qui sont marquées 8 et 9, comme si vous deviez ouvrir un coffre-fort. Vous voyez, il y a 3 types de mouvements pour obtenir la coagulation. Plaque suivante. Plaque suivante. La coagulation, c'est la formation de thrombine qui va permettre ensuite de casser en petits morceaux le fibrinogène et pour consolider le caillot. Mais c'est arrêté aussitôt par ici une molécule qui existe et qui va avoir un effet contraire pour empêcher la continuation de fabriquer de thrombine. C'est comme ça qu'on évite d'avoir une phlébite chaque fois qu'on se coupe. Plaque suivante. Alors ça, donc, cette fois-ci, donc, je vais présenter maintenant donc, le texte sur l'hémophilie, si vous permettez. Donc, effectivement, on a vu donc, ici donc, le mécanisme extrêmement complexe, dont le rôle donc, de la moelle osseuse, donc, qui est effectivement donc de contrôler en permanence la production du sang, soit en mode nominal, soit en mode exceptionnel, par exemple lorsqu'il y a une coupure. Et donc, ce mécanisme est extrêmement précis et extrêmement presque horloger, puisqu'il fait agir des associations particulières qui ne peuvent pas être le fruit du hasard. Et donc, cette moelle osseuse agit presque comme une âme, j'allais dire, qui va, comme une maman juive, qui va faire attention à tout ce qui est besoin dans le corps. Alors, j'ai trouvé un autre texte intéressant sur la Brit Mila et l'hémophilie,
Et donc, c'est effectivement très intéressant d'avoir votre avis, donc professeur, sur ce texte de Gemara. Alors, ce texte de Gemara nous dit que nous parle d'un phénomène qui est difficile, qui nous dit Tania, donc c'est Mishnah qui nous enseigne que Mila Rishon va mettre. Donc, il y a eu une première Mila, donc c'est un enfant, donc là, une mère a eu un premier enfant et elle lui a fait la Mila, et malheureusement, suite à cette Mila, il est mort. Ou Cheni, donc il y a eu une seconde naissance d'un garçon, on lui a fait la Mila, il est mort, ou Shlishi, et donc la Gemara va jusqu'à attendre 3 enfants qui sont morts suite à leur Mila, et dit Lotamoul. Donc ici, donc, si elle a circoncis son premier fils et qu'il est mort, son deuxième fils et qu'il est mort, et donc elle ne doit pas circoncire son troisième fils, ainsi que nous dit Rébi. Donc c'est effectivement assez tard. Et donc je vous poserai la question donc, juste après que j'aurai terminé la Gemara, de nous dire, fallait-il attendre si longtemps alors, c'est facile de le dire, bien sûr, mais est-ce que la science nous dit que dès l'apparition du premier, c'est un signe que ça peut arriver? Est-ce que les seconds sont condamnés par cette hémophilie ou est-ce qu'il y a un effet du hasard, un effet, donc, comment la génétique intervient pour nous dire de quelle manière il faut choisir? Et, ou bien est-ce qu'effectivement, c'est impossible de le prédire? Et la Gemara dit, mais Rabbi Shimon Gamliel, lui, eh bien, lui, il pense qu'on doit aller plus loin et aller jusqu'au 4e enfant, ce qui est intéressant. C'est-à-dire il doit certainement y avoir derrière sa pensée le fait qu'il n'y a pas donc de loi des nombres et que ce n'est pas parce que les premiers ont été atteints d'hémophilie, puisque c'est comme ça que je le traduis, et vous allez me dire que est-ce que c'est l'hémophilie qui est responsable de cette mort, parce qu'ici, elle n'est pas nommée. Et ensuite, donc, Rabbi Yochanan, lui, avait rapporté un cas intéressant, qui est très intéressant. Donc, il nous dit cette fois-ci, on avait 4 sœurs, et qui avait donc des fils. Et donc, la première sœur a eu un enfant à circoncis, donc il est mort. La deuxième sœur aussi. La troisième, la troisième aussi. Et donc, la 4e sœur, elle est une Rabbi Shimon Gamliel. Il lui dit qu'il ne doit pas circoncire son fils. C'est-à-dire, ici, on n'a pas 3 naissances de la même mère qui ont eu donc la Mila, mais de 3 sœurs différentes. Alors, c'est assez passionnant parce qu'on a ici d'une même mère ou bien de sœurs différentes qui donc porteraient, sans vouloir trop en dévoiler, une sorte de gène qui serait responsable. Donc, mes 2 questions. Un, c'est fallait-il attendre si longtemps? Et deuxièmement, quelle est cette intuition qui fait qu'effectivement, eh bien, on a cette hémophilie? Et si c'est une hémophilie qui se propage? Oui, alors effectivement, quand on lit ce texte de Gemara, on se dit que c'est difficile de comprendre pourquoi il fallait aller, surtout jusqu'au 3e, parce que bon, le premier, on peut dire que c'est un accident. Le second, on peut toujours dire aussi que c'est peut-être un accident. Surtout qu'on ne connaissait rien à tout cela, hein, il ne faut pas oublier. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est la deuxième partie de la Gemara, et surtout la remarque de Rabbi Yochanan à propos de Tzipori, parce que ça veut dire que Rabbi Shimon ben Gamliel, il avait remarqué qu'il y avait là, avec ses 4 sœurs, un phénomène familial. Il ne savait pas de quoi il s'agissait, mais il s'agissait d'un phénomène familial. Alors effectivement, cette maladie qu'on appelle l'hémophilie, un terme un peu bizarre parce que c'est au contraire une maladie hémorragique qui est extrêmement grave et mortelle, et s'appelle, d'après la définition grecque, si on veut dire, c'est qu'elle aime le sang. Enfin, c'est comme ça que ça a été nommé. En fait, c'est la conséquence de l'absence d'un facteur sur lequel j'ai attiré votre attention, mais vous êtes passé souvent rapidement dessus, le facteur 8 et le facteur 9, qui sont des facteurs essentiels pour, vous voyez le facteur 8 qui est là, il est essentiel, et 9, ils sont essentiels pour la coagulation du sang. Quand ils sont absents, eh bien, le sang ne peut pas coaguler. Et donc, il y a constitution d'hématomes, et évidemment, les enfants qui ne sont pas circonscrits ne meurent pas immédiatement, mais les enfants qui ne sont pas circonscrits font d'énormes hématomes, et vous allez avoir les conséquences que ça peut avoir, même sur l'histoire du monde. Alors donc, l'hémophilie, c'est une maladie héréditaire qui est la conséquence de l'absence d'un facteur 8 ou 9 essentiel. C'est une maladie héréditaire, mais qui est très spéciale parce qu'elle est liée au chromosome X. Et je vais vous l'expliquer encore plus tout à l'heure, ce qui veut dire que, revenons un peu sur la diapositive précédente, que les femmes sont porteuses, mais elles ne sont pas malades. Et que par conséquent, ce sont les hommes qui sont malades. Et je vais vous donner un exemple historique qui malheureusement est extrêmement grave, c'est que la révolution russe n'aurait peut-être pas existé si la femme du tsar n'était pas une descendante de la reine Victoria. Et la reine Victoria d'Angleterre a eu une grande descendance, et parmi cette grande descendance, il y a eu beaucoup d'hommes hémophiles qui sont morts de leur hémophilie
Et la femme du tsar a eu un enfant, un garçon, et dès qu'il a commencé à avoir des hématomes, elle a compris qu'il était malade. Et ces hématomes sont devenus de plus en plus douloureux comme ils le sont. C'est un enfant qui donc a commencé à souffrir énormément. Et le couple impérial russe s'est complètement, ne s'est plus du tout occupé des affaires de l'Empire et a concentré tous ses efforts sur cet enfant, jusqu'à même faire appel à des gens peut-être dangereux comme Rasputin. Et voilà comment la révolution russe est existée. Là, une seconde révolution moins grave, mais qui a existé également, toujours liée à la reine Victoria, ça s'est passé dans la famille royale d'Espagne, où au XXe siècle, il y a eu également des morts liées à l'hémophilie. Alors, voyons maintenant comment ça peut s'expliquer. Voilà. Alors ici, on appelle les chromosomes sexuels masculins, c'est X et Y. Et les chromosomes féminins, c'est X et X. Alors, je vous ai raconté ici un couple, un homme XY, il se marie avec une femme qui est 2X, c'est comme ça, mais un des 2X est un X anormal, c'est-à-dire qu'il ne possède pas les gènes pour le chromosome 8 et pour le chromosome 9. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous le voyez par-dessous. Il ne faut pas oublier que l'homme n'a qu'un seul chromosome X et qu'il a un chromosome Y. Si vous regardez de ce côté-là, vous allez avoir un garçon qui va naître tout à fait normal, parce que le X qu'il a reçu, il l'a reçu de sa mère, mais il a reçu l'X qui était normal de sa mère. Et là, vous allez avoir un autre garçon qui, lui, a reçu l'X anormal de sa mère et qui donc va être hémophile. Parce que, comme il n'a qu'un seul X, cet X-là étant anormal, il va lui manquer du facteur 8 et du facteur 9, et donc il va devenir hémophile. Si vous regardez du côté féminin, bien, il va y avoir ici une fille qui portera le chromosome anormal, mais l'autre fille, qui aura reçu son chromosome X du père, va avoir un comportement tout à fait normal. Donc, on comprend ainsi que la femme est porteuse et les hommes sont malades. Les hommes, pas tous les hommes, mais les hommes sont malades. Alors, l'hémophilie n'est pas une maladie que l'on rencontre chez la femme. Il y a des cas très, très exceptionnels, je ne voudrais pas rentrer dedans, mais par contre, il peut y avoir des maladies hémorragiques chez la fille. Ça n'a rien à voir avec l'hémophilie. C'est en particulier les troubles qui concernent un facteur qu'on appelle le facteur Willebrand, mais ça n'a rien à voir avec l'hémophilie. Alors, voyez comment alors, ceci maintenant se soigne, mais très difficilement. Il y a des hémophiles qui arrivent à vivre une vie à peu près normale, mais c'est une maladie quand même extrêmement invalidante et extrêmement douloureuse, et il faut absolument avancer. Alors, il y a maintenant des essais de préparation génétique qui sont en cours. Enfin, c'est encore vraiment, pour l'instant, très peu avancé. Voilà, pour répondre à l'hémophilie. Merci, professeur Benjamin. Donc, on voit ici… Alors, moi, en tout cas, pour revenir là-dessus, je dis que quand même, attendre 3 cas, ça me paraît quand même extrêmement difficile. Hein. C'est vrai. En même temps, on remarque quand même une sorte d'intuition à l'époque où est-ce que la notion d'hérédité et donc les chromosomes n'étaient pas connus. Eh bien, une sorte d'intuition, effectivement, sur ces 4 sœurs qui dénote d'une compréhension peut-être qui était apportée par l'observation, qui avait effectivement un facteur héréditaire, mais effectivement, il reste à comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont autant tardé. Eh bien, maintenant, il nous reste la dernière Gemara, avant laquelle je laisserai le professeur Nachman aborder une autre question qui nous est très importante, qui sont les maladies du sang, avec son expérience forte en la matière. Je voulais parler de ce qu'on appelle les saignées, qu'on appelle en hébreu la kasat dam, qui est en fait une pratique qui est très connue, bien sûr, du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, et qui avait aussi, bien sûr, grande popularité à l'époque du Talmud dans toutes les nations qui entouraient les Juifs, et de savoir ce que la Gemara pense de ces saignées. Alors écoutez lisons ce que la Gemara dit à propos des saignées. Donc Shmuel nous dit pour ça des damas, donc il dit kot latignomin, il fallait la prescription, c'était de le faire par 30 jours. Et donc Uben Aprakim imaet, mais bon, plus on avance, il faut diminuer quand même la fréquence des saignées. Et donc il faut donc ces saignées-là, bien qu'évidemment
bien sûr, sans être médecin et en étant tout simplement vivant quand même au XXIe siècle, on se rend compte que c'est quelque chose qui n'est plus pratiqué. Et donc, on comprend d'emblée que les saignées étaient quelque chose donc, qui appartiennent au passé. Et on voit ici quand même que la Gemara, elle a eu cette intuition de dire, bon, bah, c'est une pratique qui était autour de nous, mais il faut quand même la baisser. Et donc, V'amar Shmuel, il nous dit, pour ça, des damar, chad beshapta, arba, ou ma'ale shapta, vashini vachamishi, là. D'Amarmar, Mishesh Lostrut Avot, Yakizdam Mishne Vachamishi, chez Beidin Shel Malav et chez Mata Shamim Kaechad. Il y avait donc ici l'intuition qu'on nous dit que cette saignée devait avoir lieu le premier jour de la semaine, le quatrième jour de la semaine, hein, bien sûr lundi et jeudi, qui sont des dates donc, de lecture de la Torah, et la veille de Shabbat. Mais les autres, on ne devait pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il siégeait donc le tribunal pendant ces jours-ci. Et donc, on comprend qu'il y a aussi ici une intuition que faire une saignée n'est pas sans conséquence, en tout cas, n'est pas sans risque. Et puisqu'effectivement, ça peut couler et certainement apporter la mort. Alors, la question que je vous poserai est de savoir effectivement, est-ce qu'une saignée peut avoir des risques mortels? Mais continuons sur ce que dit la Gemara. La Gemara, dans sa Nédri, nous dit quand même, et c'est un point que j'ai voulu ramener, que toute ville digne de ce nom doit avoir un praticien seigneur. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Et qu'une telle ville dans laquelle il n'y aurait pas un tel praticien ne serait pas une vraie ville. Mais la Gemara nous dit quand même que ces hommes avaient une certaine mauvaise réputation, puisqu'elle nous dit que ces personnes ne pouvaient pas être rois, ni Kohen Gadol, ni Nassi, ni prince, et qu'ils ne pouvaient pas non plus s'occuper de Tzibour, ou bien ne pouvaient pas être apotropos laïtomim, ou ils ne pouvaient pas être nommés comme étant une tutelle en tant que tutelle d'orphelin. Et Rambam nous apporte ici une vue donc un peu postérieure. Il dit donc Rambam, le grand médecin, nous dit donc le yargil adam la akiz dam tamid, il ne faut pas non plus abuser des saignées. Mais le yakiz et là émier tsarich lo beyoter, il faut vraiment arriver à un point ultime parce que on se rend bien compte que les bénéfices ne sont peut-être pas supérieurs au risque. Si je pourrais parler un petit peu comme par les médecins, le yakiz lo beyemot achama, lo beyemot akshamim, et la meat bimenissan ou meat bimetishri. Je ne sais pas comment. Peut-être vous aurez un éclaircissement, comment la saison pourrait influencer sur la réussite d'une telle saignée et pourquoi on fait une saignée. On met Achar, Hamishim Shana, le Yakis Klal, et après 50 ans, on n'en fait plus. Velo Yakis Adam Dam, Vikanes Nebetamechatz Bobayam, on ne va pas non plus directement à la piscine ou à la douche le jour où est-ce qu'on l'a fait. Velo Yakis Yosel Derech, et on ne sort pas en chemin après une saignée. Velo Biam Shiavo Minaderech, Yuchal Vishte Biam Azaka, Parot Numashu Ragil, et qu'il faut qu'il mange moins. Donc il y a ici une vision donc, du Rambam, donc de la saignée, qui est quand même réductrice. Donc moi, les questions que je voudrais vous poser, c'est d'abord à quoi servent les saignées, pourquoi est-ce qu'on y a eu recours, est-ce qu'il y a effectivement, lors de la perte de sang, bien que j'ai moi-même une intuition de dire effectivement, lorsque je fais une prise de sang ou lorsque je fais une transfusion sanguine ou par un don, eh bien, on sent quand même une certaine baisse d'énergie, on sent quand même qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un surplus, un besoin de sucre. Donc, on comprend, je ne sais pas non plus de quelle quantité on parlait lorsqu'on faisait des saignées. Donc, mes questions sont pourquoi faisons-ils des saignées? Est-ce qu'on en fait encore aujourd'hui ou est-ce que je me trompe? Et effectivement, quels sont les risques qui y sont associés? Et j'aimerais donc, suite à cela, que vous nous parliez aussi donc des problèmes, donc des maladies liées au sang qui ont donc la spécialité qui vous a occupé toutes ces années, et peut-être de nous ouvrir un petit peu aux innovations les plus récentes, puisque c'est un domaine qui est en pleine explosion, même si la science nous promet à chaque fois qu'on ne mourra plus de leucémie, qu'on ne mourra plus de cancer, ce sont des promesses qui sont faites à nous, les petites gens. Vous qui assistez aux innovations les plus majeures, peut-être donnez-nous un petit peu d'espoir et dites-nous ce qui se passe. Donc, d'abord, répondez-nous à propos de la saignée, et puis donnez-nous un petit peu les nouvelles de la science. Je vous laisse la parole. Bon, alors, les saignées. En fait, actuellement, ce que l'on peut dire, c'est qu'on fait très peu de saignées. Et il y a deux circonstances pour faire des saignées. Soit parce qu'il y a trop de globules rouges, ça arrive parfaitement dans des maladies qui s'appellent en particulier des polyglobulies. C'est un traitement qui peut être parfois d'urgence parce que la personne est vraiment complètement submergée par ces globules rouges, ou bien parce qu'il y a trop de fer dans le corps. C'est une maladie qui existe également qu'on appelle l'hémochromatose. C'est un trouble du métabolisme du fer, et le fer s'accumule, et la seule manière de le retirer, c'est en fait de faire des saignées, parce que chaque fois qu'on fait une saignée, on retire beaucoup de fer. Cela dit, il faut comprendre pourquoi. Alors d'abord, j'apprécie beaucoup Rambam, parce que finalement Rambam donnait des conseils de très grande prudence et tout à fait juste. Maintenant, je ne sais pas si les mois comptaient, mais ce qu'il a dit sur le fait qu'il faut éviter de le faire après un certain âge, ou éviter de le multiplier, tout ça, c'était des remarques tout à fait justes.
Alors, pourquoi faisait-on des saignées? En fait, c'est difficile de le comprendre. Il faut s'imaginer qu'on n'avait aucune idée de la nature des maladies, des causes de maladies. Tout ce qu'on remarquait, c'est effectivement, comme je vous l'ai dit, des comportements qui pouvaient être éventuellement rapportés à trop de sang ou pas assez de sang, mais c'était très vague. Et la saignée, c'était le plus facile. C'est pour ça que Molière s'est beaucoup moqué des médecins de son temps, parce que les médecins de son temps ne connaissaient que les saignées ou les lavements, c'est tout. Mais encore une fois, ce n'était pas fondé sur des explications très claires. En tout cas, il faut citer Rambam, ça me paraît quand même intéressant. Alors maintenant, si on aborde, si on laisse tomber les saignées, il faut savoir que si on veut parler des maladies du sang, d'abord je voudrais faire une introduction en disant que les maladies du sang, ce n'est pas les maladies dont on va parler après. Les maladies du sang, si vous avez un excès de sucre dans le sang comme dans le diabète, la maladie n'est pas du sang, la maladie, elle provient du pancréas, qui n'est pas capable de sécréter de l'insuline. Quand vous avez un excès de fer, ça peut provenir du foie, mais ce n'est pas encore une fois le sang. L'excès de cholestérol peut provenir également du foie ou du pancréas, mais encore une fois, ce n'est pas le sang qui est directement responsable. Quand on parle de maladie du sang, plaque suivante, s'il vous plaît, ce sont des maladies en réalité de la moelle osseuse. C'est des maladies qui concernent la fabrication des cellules du sang. Et on va voir, là, vous avez une image qui vous montre les globules rouges normaux et vous montre à côté des globules rouges tout à fait anormaux, dont on va parler aussitôt après, qui s'appellent des globules rouges en faux. Et vous voyez bien que la circulation d'une cellule comme celle-là n'est pas du tout possible par rapport à la circulation de celle-là. Donc, quelles sont les maladies qui sont les plus fréquentes? Quand on parle de maladies de la moelle osseuse, tout le monde évoque aussitôt le terme de leucémie ou le terme de lympho, mais aussitôt ça fait peur. En réalité, ces maladies-là, dont je vais vous parler après, sont peu fréquentes. Les maladies, c'est beaucoup plus fréquent et très répandues dans le monde, sont dues à des manques d'un composant nécessaire à la fabrication des globules rouges en particulier, le fer ou les vitamines B9 ou B12. Le manque de ces composants provoque chaque fois une anémie. Qu'est-ce que c'est une anémie? Une anémie, c'est une baisse du nombre de globules rouges, donc d'un apport en oxygène. Et les signes qui font penser qu'il y a une anémie, c'est d'abord la pâleur du visage ou la pâleur des doigts, et d'autre part la fatigue à l'effort. Car quand on n'a pas assez d'oxygène, on ne peut pas monter comme d'habitude les escaliers du métro ou courir après un autobus. Alors c'est comme ça qu'il faut concevoir les maladies les plus fréquentes. Alors je vais vous donner un exemple qui est l'anémie par la carence en fer. L'anémie par carence en fer, elle est très répandue dans le monde entier. On pense que près du tiers de la population mondiale a une carence en fer. La cause principale, ce sont des petites hémorragies répétées. Et c'est pour ça que les femmes en sont beaucoup plus atteintes que les hommes, parce que ce sont les règles qui sont très souvent en cause, dont on évalue mal l'importance et la perte qu'elles entraînent en fer en particulier. Les grossesses rapprochées sont une autre cause également qui peut être totalement méconnue. La carence peut être par contre d'origine alimentaire. Dans les pays où le régime alimentaire est très faible, c'est-à-dire dans beaucoup de pays d'Afrique, dans le pays d'Asie, on a des carences en fer liées à une mauvaise alimentation, parce que cette alimentation est très pauvre en fer, en viande. Mais il y a aussi quelque chose sur lequel je voudrais attirer votre attention et qui va vous surprendre, c'est qu'il y a les habitudes sociales. Là, ce qu'on appelle la géophagie, ou encore manger de la terre. Alors, vous allez dire, manger de la terre, eh bien oui, ça existe. Ça existe en Afrique, ça existe en Asie, ça existe même aux États-Unis, pour différentes raisons. Et le fait de manger, et surtout si à part ça, on a un régime très déséquilibré par ailleurs, mais de manger de la terre va entraîner finalement une carence en fer. Et je me souviens d'une jeune femme d'origine marocaine qui avait été hospitalisée pour une anémie inexpliquée. Elle ne savait pas bien parler le français, donc quand on l'interrogeait, elle ne pouvait pas répondre. Alors à la fin, elle nous a dit, en prenant sa main et en grattant le mur, elle nous a dit, voilà, elle mangeait en fait du plâtre. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on a commencé à comprendre qu'elle était devenue anémique parce qu'elle mangeait du plâtre. Alors, il y a des explications parfois simples,
d'une part parce que effectivement, ça peut entraîner, ça peut soulager une femme enceinte quand on a des brûlures. Alors, il y a des habitudes qui se sont installées comme ça. Aux États-Unis, d'ailleurs, elles mangent beaucoup plus, elles mangent de la paille, et en particulier de la paille de riz. Mais vous avez différentes habitudes qui aboutissent aussi à créer souvent une carence en fer. L'histoire raconte également que les stars romaines voulaient avoir un teint pâle, et pour avoir un teint pâle, elles avaient à réaliser qu'il fallait manger de la terre, et ça leur donnait une carence en fer, bien sûr, elles ne le savaient pas. Alors, il y a d'autres types de maladies qui sont extrêmement répandues en Afrique et en Asie, ça concerne des centaines de millions de personnes, qui sont des maladies héréditaires de cette molécule dont je vous ai dit qu'elle était extrêmement importante pour notre vie, qui est l'hémoglobine. Et curieusement, cette hémoglobine peut être fabriquée de façon tout à fait anormale et d'une façon qui se transmet de génération en génération. Il y a deux types de maladies très connues, la drépanocytose, dont on a des exemples en France, et les thalassémies, dont on a également des exemples dans la population juive, surtout d'origine orientale. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que ces maladies ont une interaction avec le paludisme. Car en réalité, dans ces maladies-là, comme le globule rouge n'est pas normal, il ne supporte pas que l'agent du paludisme le traverse pour se développer. Et donc, par conséquent, c'est une sorte de protection contre le paludisme. Alors, on ne va pas dire qu'on va rendre les gens malades pour les protéger contre le paludisme, mais historiquement, ça a entraîné des mouvements de population qui sont liés en fait à l'existence de ces maladies et qui ont abouti à des zones complètement protégées contre le paludisme grâce à ces anomalies. Maintenant, allons plus loin. Alors, ce que j'ai appelé les déraillements cellulaires, ce sont des cellules qui deviennent franchement anormales. Ça fait partie des leucémies, ça fait partie des lymphomes, ça fait partie de tout ce qui fait peur. Encore une fois, je dis, c'est peu fréquent, même si chacun d'entre nous connaît des exemples autour de soi. Alors, comment ça se produit? Pourquoi finalement ça se produit? Il ne faut pas oublier que quand j'ai dit tout à l'heure que la moelle osseuse produit 200 milliards de cellules tous les jours, toute notre vie, ça veut dire qu'en fait, il y a des milliards de milliards de milliards de divisions cellulaires qui se produisent pour aboutir à la production de cellules. Et quand autant de divisions se produisent, il est obligatoire qu'il y ait un certain nombre de déraillements. Ça veut dire qu'au lieu que la division aboutisse à deux nouvelles cellules parfaitement identiques, mais parfaitement fabriquées, eh bien, il y a quelque chose qui se produit à un moment donné. Vous savez que quand il y a une division cellulaire, il y a un partage chromosomique, il y a un partage entre les différentes fibres d'ADN, et tout ceci peut ne pas bien se réparer. Et si ça va mal, eh bien, ça donne lieu à une cellule anormale. Si cette cellule anormale a un avantage pour se multiplier, elle va se multiplier aux dépens des cellules normales, et ceci va faire un envahissement de la moelle osseuse par les cellules normales, et ça va aboutir aux maladies que vous connaissez, aussi bien sous la forme de leucémie ou sous la forme de lymphome. Alors, pour traiter tout cela, vous allez voir qu'il y a des traitements actuellement qui peuvent faire penser qu'on est sur une bonne voie, mais tant qu'on n'a pas ces traitements-là, il faut faire parfois appel à ce qu'on appelle des greffes de moelle. Alors, des greffes de moelle, c'est pas on va vous prélever un morceau d'os et on va vous le transfuser sous la forme de, ou on va le placer dans votre moelle. C'est pas ça du tout. Actuellement, les greffes de moelle, ce sont des prélèvements que l'on fait à partir du sang, parce qu'on est capable de faire circuler dans le sang les cellules dont on a besoin pour reconstituer notre moelle. Et pourquoi fait-on ça? Alors, on le fait d'abord quand une moelle a été abîmée par une irradiation. Il y a eu des accidents, c'est comme ça qu'on a commencé à s'y intéresser. Les accidents, ce n'étaient pas des accidents, c'était des bombardements atomiques qui ont montré qu'il y avait là une agression considérable contre la moelle osseuse. Et c'est comme ça que ça a commencé à se développer. Mais en psy, ça peut être utile pour remplacer une moelle envahie par des cellules normales. Dans les leucémies, en particulier les leucémies aiguës, quand on veut obtenir une guérison, il faut faire appel surtout à une greffe de moelle. Alors, les greffes de moelle, évidemment, ça pose le problème des donneurs, ça pose le problème de la compatibilité entre
le système qu'on appelle HLA, qui est notre définition identitaire personnelle, qui n'est pas du tout reproductible. Chacun a une carte d'identité personnelle du système qu'on appelle HLA. Donc, il faut trouver des gens compatibles, aussi bien dans la fratrie qu'en dehors de la famille. Et c'est effectivement une recherche extrêmement difficile. Il faut également savoir quel type de cellules on va utiliser. Et là, il faut aussi savoir que dans le cordon de l'enfant qui vient de naître, il y a beaucoup de cellules qui sont utiles pour repeupler une moelle osseuse. Cette découverte qui a été faite il y a environ maintenant 30 ans, qui a donné lieu à une première greffe en France par le professeur Glickman à l'hôpital Saint-Louis, a été faite à partir de cellules retirées du cordon. Et maintenant, il existe toute une organisation qui fait qu'on propose aux femmes, quand elles accouchent, si elles sont d'accord, de donner le greffon pour qu'on puisse donner le cordon, pardon, pour qu'on puisse retirer les cellules, les congeler et les garder. Et ça fait une banque de cellules qui peut être utile pour les greffes. La particularité, la grande difficulté de ces greffes, et je vous vais en dire simplement un mot qui ne soit pas trop technique, c'est ce qu'on appelle la réaction du greffon contre le receveur. Alors, plaque suivante, c'est ça. Si on fait une greffe, par exemple, d'un cœur, d'un rein, d'un foie, il est représenté en rouge. Cet organe que l'on va placer dans le receveur, il est évidemment étranger. Ce qui fait que les lymphocytes du receveur, qui sont les cellules qui réagissent contre tout ce qui est étranger, vont aussitôt attaquer cet organe pour essayer de s'en débarrasser. C'est pourquoi on donne des traitements pour éviter le rejet de la greffe. Dans la greffe de moelle, c'est exactement l'inverse. Vous allez apporter des cellules qui proviennent d'une moelle osseuse qui contiennent des lymphocytes du donneur. Et ces lymphocytes, comme c'est leur métier, dès qu'elles ont arrivé dans le receveur, c'est-à-dire celui qui a reçu la greffe, elles vont attaquer tout ce qu'elles voient, et elles vont attaquer tout ce qu'elles voient, et elles provoquent cette maladie extrêmement difficile à soigner, qu'on appelle la réaction du greffon contre l'autre, et qui est quand même actuellement une des limites des greffes de moelle en général. Plaque suivante. Mais effectivement, si je vous ai parlé des greffes de moelle, c'est parce qu'actuellement, c'est parfois le seul moyen de guérir quelqu'un. Mais il y a maintenant d'autres moyens, c'est ce qu'on appelle les traitements ciblés, dont un des exemples, c'est le Glivec. Le Glivec va être donné dans une maladie qui est spontanément mortelle. Et c'est un comprimé qu'on prend par la bouche, une fois par jour, dans de l'eau, au moment du repas. Et ce comprimé va bloquer le déraillement et va entraîner petit à petit la guérison de la maladie. Alors, comment ça fonctionne? Cette maladie est une maladie qui comporte un changement, enfin, un transfert d'une partie d'un chromosome vers un autre chromosome. Ça porte ce nom un petit peu compliqué, les translocations NOV22. Vous avez ici ces deux chromosomes-là, rouge et jaune, et à cause d'une modification qui s'est produite, donc on n'est pas vraiment la cause, vous voyez qu'il y a eu un changement, un peu du jaune s'est raccroché à du rouge, et là, beaucoup de jaune s'est raccroché à beaucoup de rouge, et ça a donné naissance à une molécule très dangereuse qui est responsable de la maladie. Et cette molécule, on connaît le mécanisme, et on est capable de la bloquer avec ce médicament qui s'appelle le Glivec, et qui vient s'insérer dans cet ensemble-là, l'empêcher de fonctionner, et les cellules, finalement, meurent progressivement, et la maladie commence petit à petit à se guérir. Il y a des gens qui ont été traités pendant plusieurs années, et le traitement peut être arrêté après plusieurs années. Pas dans tous les cas, mais dans beaucoup d'autres. Vous voyez, ce type de traitement est actuellement ce que l'on recherche dans tous les cas de leucémie, dans tous les cas de lymphome, et même dans tous les cas de cancer également. On cherche à trouver le médicament qui agit directement sur la partie anormale responsable du déclenchement de la maladie. Donc, il faut garder un espoir parce que actuellement, avec le développement de nos connaissances et avec la capacité de fabriquer des médicaments, vraiment en connaissant la structure biochimique et physique des molécules anormales, on devrait arriver à améliorer rapidement, je dis bien rapidement maintenant, même si on a dit pendant des dizaines d'années qu'on allait guérir le cancer, actuellement, on commence à s'approcher d'une solution qui paraît beaucoup plus réaliste. Plaque suivante.
Alors, je vous remercie justement. Donc, avant donc, de passer à la slide donc, sur vos conseils, je voudrais quand même remarquer ici l'extraordinaire machine humaine et donc de se dire effectivement que la moelle osseuse est responsable à la fois donc, de la production du sang, mais par la quantité absolument inimaginable de 200 milliards de cellules quotidiennes, de la probabilité haute qu'une telle copie puisse mal se passer. Et je ne sais pas, mais peut-être vous allez nous en parler, professeur, mais il semblerait que, peut-être je m'avance un peu trop vite, mais que ce soit le fruit du hasard, c'est-à-dire que celui qui est touché par une telle copie, et je crois aussi savoir par la lecture de votre livre que certaines des anomalies peuvent être autocorrigées par le système, et bien que finalement l'apparition de ces mauvaises reproductions eh bien, est presque le fruit du hasard. On ne connaît pas aujourd'hui donc les raisons pour cela. Mais ceci nous fait penser que le matin, quand on dit Shayatza et Adam Bechorma, ou quand le matin on remercie Dieu de se lever, peut-être qu'on aura conscience à quel point, eh bien, à chaque fois qu'on se lève chaque matin et que le corps est en si bonne santé, que tous ces mécanismes absolument fous de chiffres qui dépassent toute l'imagination, 200 milliards, ça dépasse même les distances interstellaires, ça dépasse toutes les grandeurs que les mathématiques ou la physique nous a données, et qu'à l'intérieur de ces grandeurs inimaginables se trouve la vie. Et peut-être, donc, dites-nous effectivement, est-ce que c'est le fruit du hasard, comme je le dis, ou bien je dis quelque chose de stupide, ou effectivement, on est vraiment dans quelque chose d'absolument inconcevable. Mais effectivement, après tout cela, et cet exposé scientifique qui était important donc, de présenter, donc de nous rappeler que c'est bien la moelle osseuse qui produit le sang et pas la moelle épinière, qu'effectivement, c'est le siège donc, de la production du sang et de la réparation, et que donc, tous ces mécanismes donc d'hémoglobine et donc d'hypoxie, qui nous permettent effectivement donc, de tout réguler. On voudrait maintenant, à la fin donc, de cet exposé, savoir qu'est-ce que vous pouvez nous donner, professeur, comme conseil. Bon, écoutez, dans les conseils, non, ça c'est encore autre chose. Mais dans les conseils, ce que je peux dire simplement, c'est qu'il y a tous les conseils généraux qu'on donne à tout le monde pour savoir comment on peut éviter de mal se porter. Dans les histoires encore une fois, d'alimentation sur lesquelles les gens font parfois très attention. Et il y a toujours l'idée que quand on est anémique, il faut manger beaucoup de viande rouge. Alors ça ne sert rigoureusement à rien du tout. Et il vaut mieux prendre des comprimés de fer, comme le médecin vous le prescrit, que d'essayer de manger des kilos de viande, parce qu'autrement, la viande rouge, avec de grandes quantités, ça peut au contraire aboutir à des maladies parfois beaucoup plus graves. Non, autrement, il y a les régimes alimentaires tels que les régimes véganes. Ces régimes-là, en fait, ont comme seul inconvénient majeur, c'est que quand on ne mange pas de viande du tout, et quand on risque, au bout de quelques mois, d'avoir une carence en vitamine B12. Donc là, en général, il faut faire attention et il faut prendre de la vitamine B12 sous la forme de comprimés ou en poudre de temps en temps pour compenser. Mais en général, les régimes, il faut se méfier surtout beaucoup des compléments alimentaires. Parce que des compléments alimentaires, on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans, on ne sait pas quelles sont les proportions des différentes vitamines qui sont dedans. Et je pense que si on veut vraiment prendre quelque chose, après avoir fait les dosages nécessaires, il vaut mieux prendre la molécule ou la vitamine directement en cause et non pas prendre des compléments alimentaires. On peut se tromper complètement. Ce que je voudrais dire également, et ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'acide folique est détruit complètement par la cuisson. Et par conséquent, quand on vieillit un peu et qu'on prend de l'âge et qu'on mange beaucoup d'aliments qui ne sont pas crus, on peut finalement petit à petit avoir des carences qui s'installent parce que, en particulier des carences en acide folique, qui peuvent aboutir à une anémie d'ailleurs, et parce que cette vitamine est détruite dans la cuisson, et donc on devient anémique sans s'en rendre compte. Voilà quelques idées générales, mais encore une fois, je pense que pour l'instant, nous ignorons tout de ces perturbations qui nous paraissent tout à fait aléatoires, et qu'il vaut mieux, si on est atteint d'une de ces mutations ou d'une de ces anomalies, constater simplement qu'effectivement elle s'est produite. Il faut savoir ne pas lutter de façon irrationnelle par différentes méthodes qui n'ont rien de scientifique, ni même rien de psychologique,
mais faire appel à la raison et à savoir qu'il y a actuellement des moyens de traiter de façon soit parfaitement parfaite, soit imparfaite encore, mais en grande amélioration, toutes ces maladies graves dont je vous ai parlé. Et quant aux maladies héréditaires qui touchent des millions de personnes, comme la drépanocytose et la thalassémie, il faut savoir qu'il y a actuellement des tentatives qui avancent de plus en plus de corriger les anomalies génétiques et de transformer le sang en prélevant une partie des cellules de la moelle, en corrigeant au laboratoire et en renvoyant ce sang corrigé directement pour produire de nouvelles cellules. Donc voilà encore une fois un progrès qui est actuel. Bon, et il faut espérer qu'il puisse s'étendre. Et ça, c'est un grand problème de santé publique et de santé publique internationale. Alors, on m'a demandé de tirer une conclusion. Moi, je dis qu'en tant que scientifique, si vous voulez, quand j'étudie le fonctionnement de la moelle osseuse, je suis toujours émerveillé. Et je suis, surtout quand on récite la Hamida et dans la partie Modi Manarkulach, eh bien, je comprends ce que ça veut dire quand on dit qu'on est émerveillé par les miracles de tous les jours et les merveilles et les bonnes choses du soir, du matin et de la mi-journée. Ça, chaque fois que je fais la Hamida, je m'arrête sur cette partie-là et ça me fait penser à la moelle osseuse. Et on comprend également mieux le sens de la locution qui est Adam ou Aleph. Car là, comme Jonathan a très bien expliqué, le Dam, c'est le messager de l'Unefesh. Mais ce n'est pas en lui-même le Nefesh, c'est le messager du Nefesh. Alors, on prend également, puisqu'on veut chercher les conseils, on parle aussi des Fouquet. Ce que je voudrais encore dire pour terminer, c'est que nos connaissances actuelles nous permettent de dire que les maladies de la moelle osseuse vont être vaincues dans un avenir proche, en réparant les déraillements cellulaires spontanés ou bien héréditaires. Voilà, merci. Et je suis prêt à répondre à vos questions. Alors, moi, je terminerai par ma conclusion, monsieur le rabbin, puisque vous avez parlé de Torah, professeur. Moi, je voudrais dire 3 points. Le premier point, c'est qu'effectivement, en tant que juif, on aime être fier de ce que notre sagesse a pu apporter, et il existe différents types de sagesse, comme j'ai commencé au début de cet exposé. Il y a ce qu'on appelle des sagesses qui sont héritées, donc bien sûr, par la Torah, et puis d'autres sagesses qui ont été acquises à travers les siècles, soit par nous-mêmes ou par les populations qui nous ont entourés. Un point qui est important, c'est que dans ce cas particulier, et c'est vraiment un cas assez exceptionnel, on se rend compte combien, et comme je l'ai dit au début, eh bien même la science est extrêmement récente, et on connaît presque, je ne vais pas dire rien, on connaît bien sûr énormément, mais on voit bien par votre expérience qu'il reste encore des mystères très importants, comme l'origine de ces fautes de duplication, ou encore sur la façon dont on va les corriger. L'espoir est grand, mais on est en train ici de comparer deux points historiques complètement opposés. Mais ce que je retiens, moi, des Gemarot qu'on a lus aujourd'hui, puisque c'était aussi le point de faire une sorte de synthèse de tout ça, c'est à quel point la Torah est du côté de la vie. C'est-à-dire qu'au-delà d'affirmer des vérités ou au-delà donc de donner des conclusions scientifiques dont elle n'est pas sûre, on a ici à chaque fois la recherche de nos Tanaïm, nos Amoraïm, et puis nos Rishonim et nos Acharonim, de ce qu'on appelle d'aller du côté de la vie, que ce soit le Rambam ou que ce soit la Gemara. On rend compte qu'à chaque fois, ces maîtres se sont inspirés de la connaissance environnante et ont cherché à donner la vie. Et ce que l'époque actuelle nous montre avec le Covid, j'ai écouté plusieurs fois plusieurs dayanim qui posaient des questions à des médecins lorsqu'il fallait prendre des décisions, devons-nous nous vacciner, devons-nous vacciner nos enfants. Effectivement, à ce moment-là, le dayan qui va dire quel est le droit juif, qui va donc donner la halakha sur laquelle on va se reposer, eh bien, n'a pas forcément toutes les indications. Et je les ai vus interroger des médecins qui eux-mêmes étaient dans le doute, puisqu'il faut le dire, et on est encore dans le doute sur certaines vérités, on n'a pas de certitude, il y a bien sûr des connaissances, mais pas des certitudes. Eh bien, la recherche est à chaque fois de protéger la vie, c'est-à-dire de savoir est-ce que le bénéfice était supérieur au risque. Et donc, cette démarche, elle est présente, et on le voit même dans la Gemara, on l'a vu dans l'hémophilie, on l'a vu dans la recherche donc, de la Brit Mila, ou même de l'excès de sang, ou même de la Kasat Dam, c'est-à-dire les saignées. On a à chaque fois cette recherche de nos sages, eh bien, de trouver à chaque fois est-ce que le bénéfice est supérieur au risque, qui est finalement un langage que je trouve très contemporain chez les médecins, puisqu'en l'absence de connaissances certaines, eh bien, on est obligé d'utiliser un mécanisme pour trancher, qui est un mécanisme qui va protéger la vie. Voilà. Et donc, finalement, ça remonte à quel point notre Torah est une Torah de vie, et qui ne va pas chercher à rentrer dans une sorte de
comment dire, de scepticisme permanent, mais qui va donner quand même des solutions et qui va à chaque fois tenter de faire en sorte que nous puissions eh bien, aimer cette Torah dans notre vie. Enfin, je vous remercie, professeur Nachman, d'avoir répondu donc à mes questions et donc d'avoir mis en rapport les passages talmudiques avec votre savoir et de les avoir actualisés, qui nous a permis quand même de comprendre ce mécanisme de choix de la vie et puis du fait que en l'absence de connaissances certaines, on essayait de toucher une certaine réalité et donc une certaine retenue tout en étant conscient que dans le monde dans lequel on vit, nous avons besoin de réalités concrètes. Et puis, à partir de cela, eh bien, je te laisse la parole, Richard. Et puis, si les gens ont des questions, eh bien, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux pour cette très, très belle conférence. Merci, Monsieur Najman, pour cet effort de clarté et de pédagogie. Vous avez vraiment transmis dans des mots qui sont accessibles à tous et à nous tous des choses complexes, mais tous, nous avons, je pense, beaucoup appris de choses de vous, de votre humilité face à certaines connaissances. Et voilà, merci infiniment de cette présentation. Merci à toi, Jonathan, pour cette recherche. Autant dans les gammatriotes que dans les gmarotes, pardon, que dans cette compréhension que tu as eue des problèmes médicaux. Encore une fois, et comme d'habitude, tu as été particulièrement brillant pour nous éclairer à tous sur ce thème qui est l'hématologie talmudique. Donc, vraiment, merci à tous les deux pour cette très, très intéressante conférence. Alors, il y a effectivement quelques questions. Et la première question que je voudrais poser s'adresse en fait à tous les deux. Et je vous la lis. Alors, pourquoi un don du sang est-il autorisé s'il véhicule notre nefesh? Et pourquoi lui est-il autorisé versus d'autres dons d'organes? Alors, moi, je voudrais donner ici donc, plusieurs éléments de réponse. D'abord, c'est intéressant parce qu'il y a une Gemara qui pose la question de savoir est-ce qu'après un don de sang, on doit faire une bracha? Est-ce qu'on doit faire un Netilat Yadayim? Par exemple, on doit faire un Netilat Yadayim, il y a différents avis sur la question, parce qu'il s'est passé quelque chose. On ne peut pas ignorer le fait qu'il y ait une transfusion sanguine, il se soit passé quelque chose. Le problème de l'interdiction du sang qui véhicule le nefesh, c'est dans la consommation. La consommation qui passe par la bouche. Et vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui sont interdites lorsqu'ils passent par la bouche, qui sont autorisées lorsqu'ils sont en intraveineuse, par exemple. Même des produits alimentaires interdits peuvent être autorisés par d'autres voies que la bouche. Donc la Torah a fait la distinction de ce qui rentre par la bouche et ce qui rentre par d'autres canaux. Et donc c'est pour ça que la Torah a autorisé ici la transmission sanguine qui est différente de l'alimentation. En ce qui concerne la greffe d'organes, j'ai beaucoup cherché, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses. Alors, effectivement, il y a la Gemara. La Gemara, elle aborde un sujet intéressant qui est de savoir lorsque, par exemple, une souris qui serait dans le corps d'une vache, est-ce qu'elle pourrait être transmise de l'un à l'autre? Et on sent ici une intuition que l'on puisse transférer les organes. Là, je ne suis pas Rav Midayan, il faudrait vraiment la poser à Rav. Je ne sais pas si Rav Mendy est là ce soir, donc je ne suis ni autorisé ni autorité à en parler. Mais effectivement, la démarche actuelle semble aller dans un sens dans lequel le don d'organes est permis, et parce qu'il est là pour sauver la vie et que la vie est supérieure à tout cela. Et la question est de savoir, faut-il avoir l'autorisation de la personne? Est-ce qu'on peut le faire dans un corps qui est mort ou qui ne l'est pas? J'ai lu beaucoup d'avis sur le sujet. Il y a tellement d'avis différents que je ne préférerais pas moi-même trancher, mais laisser la place à un médecin. Je vous laisse la parole. Est-ce que M. Najman voulait ajouter quelque chose à cette réponse? Non, je crois que je comprends très, très bien le sens de la question et on a un peu discuté avec Jonathan auparavant. En fait, je pense que ce qui prime là-dedans dans la transfusion, c'est le fait de sauver une vie humaine. Il ne faut pas oublier quand même que la transfusion, c'est apporter des globules rouges, apporter de l'oxygène et c'est permettre à quelqu'un de vivre. C'est comme ça qu'on a commencé à soigner les grands blessés sur le champ de bataille et on a permis de survivre. Alors, je crois qu'il y a ce principe de sauver une vie humaine. Alors, est-ce qu'on transmet le nefesh? Est-ce qu'on transmet quelque chose qui est particulier à la personne, irréductible? En tout cas, on n'a jamais constaté, à travers les transfusions ou à travers les greffes d'ailleurs, qu'on modifie le comportement des gens et que des gens qui ont reçu une transfusion provenant éventuellement de quelqu'un qui a le sang chaud deviennent eux-mêmes des personnes qui ont du sang chaud. Enfin, tout ce que je peux répondre, c'est cela. C'est pour ça, d'ailleurs, que la notion de... Je crois qu'il faut être très prudent sur la notion du mot sang par rapport aux notions de nefesh, de roi et de neshama. Je crois que là, il faut faire attention. Jonathan a bien insisté, mais je crois qu'il ne faut absolument pas... Il faut éviter de généraliser en disant
si on transfuse du sang, on transfuse du nefesh. Bon, il y a le nefesh de la personne qui reçoit le sang, mais le sang en lui-même, on n'a aucune preuve que la transfusion va transférer quoi que ce soit du nefesh de la personne d'où il a été retiré vers la personne qui l'a reçu. Enfin, c'est mon sentiment. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas également, pour rester sur cette question-là, juste un dixième de seconde, dire qu'en fait, on pourra peut-être accorder un peu les violons, dire qu'en fait, le sang serait lié de façon intime à ce nefesh quand il est dans un corps, en vie, et quand il sort de ce corps, eh bien, il redevient peut-être un liquide qui va devenir le transport d'un autre nefesh, mais qui ne sera pas, si vous voulez, la marque absolue du nefesh de chaque personne. Tu as tout à fait raison. Dans la mesure où le sang ne comporte pas l'âme, mais qui est le véhicule, il vient le véhicule. Voilà. Voilà. Il faut rajouter aussi le fait que le sang se régénère. C'est-à-dire que, aussi, pour Najman, cette régénération du sang fait qu'à un moment donné, le sang, il reprend l'identité de la personne qui le reçoit. Exactement. Alors, moi, j'avais une petite question à poser au professeur Najman. Monsieur Najman, on a souvent lu, et j'aimerais bien avoir votre imprimature là-dessus, si l'on peut dire. On a dit que le jour de la Brit Mila, le petit garçon qu'on va circoncire était, pour parler de façon très simple, au niveau de sa coagulation, était au maximum de ce qui étaient ses capacités, je ne sais pas si on peut dire en français, coagulatoires, et que ce 8e jour n'aurait pas été choisi pour rien par la Torah. Est-ce que ces choses-là, vous les validez? Est-ce qu'elles ont été vérifiées par la science? Est-ce que, voilà, quel est votre… Non, ça, c'est vrai que la possibilité de coagulation du nouveau-né est vraiment complète à partir du 8e jour. Ça, c'est exact. D'accord, merci beaucoup. Et j'ai une petite question aussi pour Jonathan. Alors, Jonathan, en fait, attendez, je regarde s'il y a une autre question, permet aussi de sauver. Oui, c'est ça. Quelle est la différence avec… D'accord. La greffe de moelle, elle est autorisée, la greffe de moelle? Oui, tout à fait. Bien sûr, tout à fait. Voilà. Oui, mais je disais ça parce que je voulais que vous le précisiez, parce qu'il y a une question qui a été posée là-dessus, voilà, pour que ça soit bien clair, puisque tout à l'heure, M. Najman en a parlé. Oui, en fait, je voulais que vous le reconfirmiez pour la question qui a été posée. Alors, moi, la question que je voulais poser à Jonathan est la suivante. En fait, quand on voit, alors c'est vrai que ce n'est pas du tout le même niveau le même niveau d'importance, mais quand même, je pose ma question. Quand on voit que dans le premier meurtre que rapporte la Torah, le meurtre de Caïn qui tue son frère Ével, en fait, Dieu dit à Caïn que la plainte d'Ével est montée vers lui, et en fait, Dieu va maudire la terre parce qu'elle a avalé le sang de Ével. Et par contre, nous, quand on va faire la shrita, on a l'obligation de demander à cette même terre qui a été maudite pour avaler du sang humain, certes, mais on lui demande de réavaler un autre sang qui est le sang de l'animal pour pouvoir enlever la vie de cet animal et consommer la vie de cet animal. Est-ce que tu as une réflexion là-dessus? Est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus? Je dirais donc deux choses. D'abord, il y a, comme le dit le Hirsch et comme le rapportent les Mefarshim, l'idée que le sang de l'animal est un sang qui a été, qui n'est plus le véhicule de l'âme par la shrita. Donc c'est un sang qui a un statut différent. Alors il est quelque part un peu un objet encore, il était porteur de sainteté comme une boîte de tefillin ou comme quelque chose qui a servi à faire une mitzvah. Et donc, il a ce statut-là. Le statut de l'homme qui a été tué, donc quand Caïn il tue Avel, à ce moment-là, il tue un homme il fait un meurtre. Je pense que la différence qu'il y a entre les deux, c'est que les deux montrent aussi le fait que le sang repart à la terre. Donc, le sang repart à la terre, donc repart à son élément originel. C'est juste que ce n'est pas le même sang. L'un, c'est un sang qui a été fait par un meurtre, et l'autre, c'est un sang qui a été fait pour la consommation. D'ailleurs, je tiens à remarquer aussi une chose importante, c'est que la shrita n'est autorisée qu'après Noach. Parce que la Torah avait considéré, je crois que c'est le Ramban qui l'explique, il dit que l'homme et l'animal étaient considérés au même niveau. Et donc, si on tuait un animal, c'est comme si on tuait un homme. Et il a fallu que pendant
l'histoire de la Teva, l'homme soit supérieur à l'animal en lui sauvant la vie pour que ça lui donne un droit de le tuer. Moi, je leur expliquais de cette manière-là, qu'effectivement, ça dénote que c'est la terre qui est le retour donc, du sang vers son origine, mais que les deux ne sont pas faits la même. Mais les deux, finalement, corroborent que c'est à la terre qu'on revient, que c'est l'élément vers on revient. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou quelqu'un qui voudrait intervenir? Oui. Juste dire que… Alors, vas-y, attendez, Nancy est à côté de moi, elle se permet de poser une question. Quand tu as dit, je ne connaissais pas ce verset-là, le sang de la mère devient le lait de l'enfant. Est-ce que là, tu as beaucoup associé le lait et les menstruations, mais bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que l'enfant est nourri pendant toute sa grossesse par le placenta, qui est un lac de sang, et en fait, c'est à la délivrance, donc à l'expulsion du placenta, qu'il y a la lactation qui arrive. Donc, en fait, il y a le transfert de ce lac de sang qui nourrit l'enfant pendant toute la grossesse, et quand il est expulsé, le lait prend le relais. On peut peut-être faire cette analogie aussi, et non pas forcément avec l'arrêt des menstruations. Très beau. Je trouve ça très joli. Question pour moi, je trouve très jolie cette idée, effectivement, que pendant la grossesse, effectivement, il se nourrit donc via le sang de sa mère. C'est très intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Najman, d'un point de vue médical? Oui, c'est une remarque. La remarque est très pertinente. Juste un point quand même, Nancy, c'est que le professeur Najman a quand même rejeté cette idée que la menstruation était liée avec le sang et qu'il a dit. Mais ce que je trouve très intéressant dans ta réflexion, c'est qu'effectivement, ça peut penser comme une intuition qui est que comme il était nourri par le sang pendant la grossesse, on ait pu penser que c'est continué après. Je trouve ça très, très intéressant comme lien. C'est comment la vie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je n'avais pas vu ça comme ça. Professeur Najman, vous vouliez dire quelque chose à ce sujet? Non, je crois que c'est une remarque tout à fait pertinente, intéressante. Je n'avais pas vu. Merci, Nancy. Très bien. Alors, attendez, j'ai une question technique. Alors, bon, c'est une question très technique. Professeur Najman, c'est pour vous. Je vous la lis. Le Glivec est-il un médicament très récent? Voilà. Et quelle différence y a-t-il avec l'ibrutinib qui soigne les LLC? Alors ça, c'est de la haute technologie. Non, mais c'est un principe. Le principe est le même. Dans les deux molécules, ce sont des traitements qu'on appelle ciblés. Ils ont été construits à partir de la connaissance de la structure physique de la protéine anormale et dans tous les deux cas, ils arrivent à bloquer son fonctionnement. Le Glivec est un médicament qui a été découvert dans les années 90 et son usage dans la maladie dont j'ai parlé a commencé véritablement en 1996. Alors maintenant, on commence à avoir beaucoup de recul et on peut dire déjà que l'on peut, dans beaucoup de cas, arrêter ce traitement. Quant à l'ibrutinib, qui est un médicament plus récent, eh bien, il est encore difficile de savoir où on en est et si on peut faire un jour l'arrêter. Voilà. C'est deux maladies totalement différentes, mais le principe est le même. Très bien. Ben, écoutez, je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Il faut dire que l'exposé était particulièrement clair. Merci encore à tous les deux. Merci, Monsieur Najman, depuis Jérusalem, de nous avoir tenu cette conférence et d'avoir veillé avec nous, parce qu'il est quand même une heure de plus pour vous. Oui. Je voudrais quand même que Fabrice puisse remettre, si c'était possible, à l'écran le livre de Monsieur Najman, voilà, que vous pourrez retrouver. Donc, voilà. On ne peut pas le faire, qui s'appelle La moelle osseuse, voilà, très bien, La moelle osseuse de la fabrique du sang aux éditions Odile Jacob. Je voudrais également, pour terminer, remercier Fabrice qui a la technique. Et là, ça c'est quand il prend en main la technique, ça se passe toujours super bien, sans aucun à-coup, avec beaucoup de fluidité. Merci à vous tous. Bonne soirée, Shavua Tov. Une très bonne fête de Tu Bishvat demain. Merci encore à nos deux orateurs. Vous avez été particulièrement brillants et vous nous avez passé. En plus, on a appris énormément de choses, mais vous avez passé aussi une très, très belle soirée. Merci beaucoup à vous tous les deux. Merci à vous tous d'avoir été là. Shavua Tov, Mazal Tov. Merci beaucoup. Merci. Merci.